Bien, mes chers collègues, monsieur le directeur général, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin. Il était essentiel pour nous de vous donner la parole, comme nous l'avons fait pour l'ADEME et l'Agence Bio. Nous tenions et je tenais à ce que cette audition ait lieu utilement avant la commission mixte paritaire sur le projet de loi finances qui réunit demain les députés et sénateurs. Notre commission très majoritairement soutient l'action de ces agences et nous ne souhaitons pas que la nécessaire discussion budgétaire serve de prétexte à des reculs sur l'environnement. Nous le ferons savoir à nos collègues membres de cette CMP. Les enjeux liés au changement climatique et à la perte de biodiversité sont trop importants. C'est pour cela aussi que la crise agricole ne trouvera pas de vraies solutions si on ne prend pas ces enjeux en compte. De plus, il n'est pas admissible que des agents publics deviennent des cibles et que, remplissant les missions qui leur sont confiées par l'État, ils soient attaqués physiquement sur le terrain. C'est notre responsabilité de les protéger, pas de les fragiliser. Je veux leur dire notre soutien. Je rappelle que l'OFB a été créé par la loi en 2019 et que la loi lui a donné 5 missions. La police de l'environnement et la police sanitaire de la faune sauvage, qui est au cœur des polémiques dont vous faites l'objet, mais aussi des missions de connaissance, de recherche et l'expertise sur les espèces, les milieux et les usages, et des missions d'appui à la mise en œuvre de différentes politiques publiques. Toutes ces missions que vous détaillerez sont fondamentales pour la préservation des milieux. Beaucoup d'exagérations et de contre-vérités circulent. Les malentendus aussi sont nombreux. Je vous laisse donc la parole, monsieur le directeur général, pour rétablir certains faits et apporter les précisions nécessaires. Après votre propos introductif de 10 minutes, les orateurs des groupes auront la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Je voudrais commencer en vous remerciant, Madame la Présidente, pour cette initiative qui me permet aujourd'hui de venir à nouveau devant vous. J'étais venu il y a un peu moins de 2 ans lorsque j'étais candidat pour la direction générale de l'Office français de la biodiversité. Et ça permet de partager nos enjeux, nos difficultés, nos missions, et puis écouter vos questions, préparer les réponses les plus adaptées dans un contexte qui, objectivement, n'est pas simple en ce moment, mais pas uniquement pour l'OFB. Alors, vous l'avez dit, l'OFB, c'est un établissement jeune qui a été créé le 1er janvier 2020 avec une préfiguration très courte, en pleine période de crise Covid, des cultures très différentes. Et c'est vraiment la volonté du législateur de doter la France d'un opérateur unique dédié à la connaissance, à la sensibilisation et à la protection de la nature. Et c'est bien ce continuum sur lequel je vais insister. J'attire votre attention sur le fait que la Cour des comptes vient de faire son rapport organique sur l'OFB au bout de 4 années de mise en place. Et elle a souligné le sérieux de ce travail au terme des 4 premières années. Et elle a aussi montré la faiblesse des ressources mises à disposition de l'OFB par rapport aux missions que le législateur nous a données et en comparaison à nos principaux partenaires européens. Je pense par exemple à la Suède, l'Allemagne ou l'Espagne. Et c'est bien marqué dans le rapport. Aujourd'hui, l'OFB, c'est 3000 agents, plus des 2/3 qui sont sur le terrain, dans les territoires, et 1700 inspecteurs environnement qui sont les policiers de l'environnement dont on parle beaucoup aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, le législateur nous a donné 5 grandes missions. Alors, je vais reprendre dans un ordre un peu différent, il n'y a pas d'ordre hiérarchique, mais juste pour illustrer, parce que je pense que c'est important de repartager un peu ce qu'on fait. D'abord, on a une mission de conseil et d'appui au service de l'État et au ministère pour l'élaboration d'un certain nombre de stratégies, la stratégie air protégé, la stratégie nationale biodiversité, le règlement restauration nature, etc., le plan d'action eau. Ça, c'est la première mission. On a une mission d'assurer en propre la gestion d'un certain nombre d'espaces qui nous appartiennent ou qui appartiennent à l'État et qu'on met à disposition. L'OFB, aujourd'hui, a 8 parcs naturels marins qui sont des laboratoires pour expérimenter la protection et la gestion dans des espaces maritimes. On a 27 réserves terrestres, des réserves naturelles nationales, des réserves de chasse et de faune sauvage, des arrêtés préfectoraux de protection de biotopes. C'est un peu la preuve par exemple. Ensuite, on a une mission d'accompagnement des changements nécessaires de la société et avec de la mobilisation, de l'éducation, de l'information, de la sensibilisation. On a une mission fondamentale de connaissance. On étudie le fonctionnement des espèces et des espaces naturels. On documente l'évolution du vivant. Et c'est sur cette connaissance technique qu'on va pouvoir construire après les différentes
réponses nécessaires. Et enfin, on a une mission de protection de la nature en vérifiant que les règles que notamment vous avez choisies en tant que législateur sont appliquées dans nos beaux territoires. Tout ça est piloté par un conseil d'administration de 43 membres. Et j'en profite pour saluer ma présidente, Sylvie Gustave-Di Duflo, vice-présidente du conseil régional de Guadeloupe, dont tient à saluer la force et le soutien aujourd'hui. Malgré des attaques nominatives, elle a fait l'objet d'un faux grossier il n'y a pas longtemps. Heureusement qu'elle est là pour nous et montrer la bonne direction. Double tutelle ministère de l'Environnement et ministère de l'Agriculture. Je tiens aussi à dire que nos missions de police, elles sont ancrées dans les territoires, avec des agents qui sont des agents ruraux. Pour ceux qui se rappellent de l'histoire, c'est la longue tradition des gardes-chasse et gardes-pêche, qui ont quand même été pendant longtemps les sentinelles de la nature dans les villages dans nos campagnes. Et c'est là-dessus qu'on a construit notre établissement. Et ce que je redis aussi très souvent, c'est que quand on parle de protection de la nature, on parle évidemment de la protection des espèces faune et flore, mais il faut qu'on ait bien tous en tête que c'est beaucoup plus large que ça. La protection de la nature aujourd'hui, c'est la protection de l'eau que nous buvons, notamment l'eau potable, la protection de l'air qu'on respire, la protection de notre santé à tous, de notre cadre de vie, tout ça dans un contexte de changement climatique qui va très vite et où on voit que la nature tout seul a du mal à s'adapter. Et donc c'est ça qu'on préserve quand on préserve la nature. Et puis ce qu'on dit toujours aussi, c'est que quand on parle de nos missions de police, c'est garantir l'état de droit, l'égalité des citoyens devant la loi, notamment dans le domaine environnemental, et puis aussi le respect, j'en profite pour les milliers d'heures de discussions que vous avez eues ou que les agents du service public ont eues pour construire cette réglementation. Et on voit que c'est des compromis et consensus souvent difficiles. Une fois qu'on a validé une position, c'est quand même mieux de pouvoir l'appliquer. Voilà, donc tout ça, ça se fait évidemment, ces missions, on ne les fait pas toutes seules, ça se fait avec le soutien des décideurs publics, de la représentation nationale. C'est aussi pour ça que c'est vraiment important pour moi d'être là aujourd'hui et de pouvoir répondre à vos questions. J'entends si souvent qu'on ne sait jamais comment sont contrôlés ce que font ces opérateurs. Alors je voudrais vous rassurer, côté Office français de la biodiversité, on a plein d'institutions qui se sont penchées sur ce qu'on fait, la Cour des comptes avec son contrôle organique. On vient d'avoir un rapport du Sénat, du sénateur Bassy, qui nous a permis de montrer, et d'ailleurs il conclut au sérieux de nos missions, et puis avec un certain nombre de recommandations et de challenges que l'on doit porter et auxquels on s'attache d'apporter des réponses. On a des missions d'inspection générale de nos ministères, de l'écologie, de l'agriculture, de l'administration, des finances, avec un certain nombre de propositions qui nous permettent aussi de continuer à évoluer. Évidemment, chaque fois qu'on a des critiques, on les prend très au sérieux. On travaille à apporter des réponses, et puis c'est aussi comme ça qu'on grandit collectivement. Parmi les choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui, on s'est rendu compte, et ça c'est manifeste, qu'on a passé beaucoup de temps au moment de la création, encore une fois dans le contexte Covid, à regarder et acculturer les cultures des différents agents, parce que les établissements qu'on constituait l'OFB étaient quand même très très différents et ça nous a pris beaucoup de temps. Et pendant cette période-là, on a moins discuté avec nos partenaires extérieurs. On voit aujourd'hui que ça manque. Et donc, on essaie de corriger ça. Et j'en vois dans la salle on a proposé notamment à nos parlementaires de venir partager avec nous, venir sur le terrain. Ça commence à bien marcher. On a des très bons exemples. Si vous avez des questions, profitez-en. Nos agents, ils sont aussi là. Faire une visite d'une journée avec un service départemental, je vous assure, on voit les choses un peu différemment. Ça nous fait grandir et ça permet aussi de voir un peu ce qu'on fait vraiment. Alors, l'OFB, parce que ça n'est pas qu'une mission de police, même si on a évidemment une mission de police, nous, on le vit et on se vit comme un opérateur de l'État qui agit pour la conciliation des politiques publiques. Le but, ce qu'on cherche et ce pour quoi on a été construit, c'est de faire coexister l'homme et la nature ensemble. Et ça, c'est vraiment important. On voit bien que si on ne sait pas protéger la nature, on n'a plus d'eau potable. Et d'ailleurs, on n'est pas collectivement très très bon. On a 12 500 captages qui ont été fermés depuis les années 90 à cause des pollutions, notamment au phyto. Il en reste 33 000. Vous voyez, on a perdu un quart de nos captages d'eau potable parce que nous n'avons pas su les protéger. Donc protéger l'eau, ça a du sens. Si on ne sait pas protéger nos populations d'insectes, d'oiseaux, on voit qu'on a des impacts
notamment sur les rendements et les capacités de production. On voit que quand on a une nature en bonne santé, cette nature est plus résiliente et résiste mieux quand on a des événements extrêmes. Les inondations sont moins violentes quand on a des haies, des prairies, que quand on a de la terre nue sans rien dessus. Je veux dire, on a tout un tas de choses comme ça où on voit que travailler sur la protection de la nature et du cadre de vie est bon pour l'environnement, mais surtout bon pour nous, notre cadre de vie. Et surtout, ce qu'on montre et ce que montrent nos experts, c'est que si on ne fait rien, sachant qu'on a un contexte de changement climatique qui va très vite, je veux dire, les réponses seront encore plus douloureuses demain. Et donc, on a vraiment un choix collectif de soit on s'y met tous ensemble maintenant pour s'adapter et bouger, soit on nie l'évidence et ça sera beaucoup plus douloureux pour nos enfants demain. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'on réfléchit pour apporter dès maintenant ces solutions, même si des fois, ce n'est pas toujours simple parce que personne n'aime vraiment changer ses habitudes. Du coup, on a mis en place depuis 4 ans tout un tas d'outils d'accompagnement. Je pense pour les élus, les atlas de la biodiversité communale, qui sont un très bon outil qui permet de prendre conscience de la nature dans son territoire communal, de le valoriser, d'en être fier et surtout de trouver des solutions, notamment quand on refait son PLU derrière. Ça marche très bien. On a déjà plus de 10 communes françaises qui sont couvertes par des ABC. On a pour les entreprises les programmes engagés pour la nature qui décollent et qui marchent bien. On va déployer aussi avec BPI un programme d'accompagnement pour un diagnostic action sur la biodiversité. Là, pareil, les entreprises prennent conscience que le changement climatique va très vite, qu'elles sont dépendantes de l'état de la nature pour une bonne partie de leur PIB, enfin du PIB global et de leurs actions. Et donc, s'y préparer aujourd'hui devient une question aussi de survie économique. Pour les jeunes, on a des programmes aires éducatives qui permettent de sensibiliser les jeunes sur un petit territoire, surtout de leur faire gérer, de prendre conscience des difficultés de gestion. Et là aussi, ça marche très bien. On a plus de 1000 aires éducatives en France aujourd'hui. On a des systèmes d'accompagnement pour l'agriculture, avec le programme Ecophyto, avec Agrifaune, qui sont chaque fois des systèmes, encore une fois, qui permettent de ne pas opposer nature et production agricole, mais de trouver des solutions de conciliation. Je le redis chaque fois aussi, on n'est évidemment pas contre les phytos. Par contre, on aimerait qu'on utilise le moins possible de phytos tout en produisant. Et on voit qu'on a des marges de manœuvre. Et on a enfin des programmes sur le lien entre les agriculteurs, les sylviculteurs, donc pour les forêts, et les chasseurs, pour trouver un meilleur équilibre agro-sylvo-cynégétique, c'est-à-dire avoir le plus d'animaux possible sans que ça ne mette en péril la régénération des forêts ou la production agricole. Voilà. Notre agence, oui, il faut que je m'arrête, c'est une agence qui est là quand il y a des crises. On en a de plus en plus. Je veux dire, quand on a des catastrophes naturelles, à Mayotte, des inondations en Hauts-de-France, des problèmes de sécheresse sur la répartition de l'eau, des problèmes de crise, beaucoup de crises sanitaires, la peste porcine africaine, l'influenza aviaire. Chaque fois, on est là pour aider l'État à faire l'état de l'environnement, les gars. Et puis enfin, on a une police. Je pense que je répondrai largement à vos questions sur les questions de police. Et je suis donc à votre disposition pour écouter vos questions. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Effectivement, vous aurez l'occasion de développer encore plus en détail toutes ces missions. Donc, nous allons démarrer avec les orateurs de groupe pour 2 minutes. Et je donne la parole à Julie Lechanteux. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général. Depuis plusieurs années, des tensions croissantes opposent l'Office français de la biodiversité au monde agricole. Les récents propos d'un syndicaliste de l'OFB comparant les demandes des agriculteurs à celles de dealers ont profondément choqué et alimenté un sentiment d'incompréhension et de défiance. Ce climat conflictuel semble symptomatique d'une déconnexion plus large entre votre organisation et les acteurs de terrain. De nombreux agriculteurs dénoncent des pratiques perçues comme punitives ou intimidantes, alors même que des incohérences dans la gestion de la biodiversité sont régulièrement relevées, notamment sur des dossiers tels que la prolifération des espèces nuisibles ou le développement d'énergies renouvelables contestées. Par exemple, dans mon département du Var, nous constatons davantage vos velléités pour réguler et sanctionner la pêche de loisirs que pour renverser la prolifération des sangliers. Ces constats nourrissent une incompréhension envers l'OFB, celle de ne pas suffisamment prendre en compte les réalités locales et les besoins des agriculteurs. Ceux-ci plaident pour une simplification du millefeuille normatif et une participation accrue des collectivités locales dans la définition des priorités écologiques.
La protection de la biodiversité est un objectif partagé par le Rassemblement national. Toutefois, un changement de méthode s'impose. Il est temps de tourner la page de l'écologie punitive et technocratique pour un renforcement de la gouvernance locale. Monsieur le directeur général, comment l'OFB entend-il restaurer la confiance avec les agriculteurs et les maires afin de garantir une action plus cohérente et équilibrée? Quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en place pour mieux intégrer les spécificités territoriales? Et comment comptez-vous assurer une gestion plus équilibrée entre la préservation de la biodiversité et les impératifs économiques et sociaux de nos territoires? Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Olivier Becht. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, votre agence est une jeune agence, vous l'avez dit, née de la fusion de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Vous êtes aussi une agence qui est au cœur du débat, puisque certains élus, et non des moindres, souhaitent votre disparition pure et simple, soit au nom de la simplification administrative, soit du fait du contrôle strict opéré par vos agents auprès d'agriculteurs qui vivent souvent ces contrôles comme une sorte de harcèlement. Alors disons-le tout de suite, il faut une police de l'environnement et une police de l'eau, parce que s'il n'y a plus de contrôle, en fait, il n'y a plus de règles du tout, quoi. Pour autant, on ne peut ignorer deux choses. D'abord, quand on a 180 milliards d'euros de déficit et 3300 milliards d'euros de dette, il ne faut jamais s'interdire de regarder l'utilité, l'efficience d'une agence qui possède 625 millions d'euros de budget. Ensuite, on doit regarder aussi comment ces contrôles sont effectués et on peut ignorer les remontées du terrain qui, il faut le dire, ne sont pas toutes très positives. Alors j'entends les arguments issus de la complexité des règles. Le législateur doit d'ailleurs prendre sa part de responsabilité parce que c'est quand même nous qui les créons, avec souvent une espèce d'empilement voilà, de normes de plus en plus strictes, oubliant que parfois le mieux est l'ennemi du bien et qu'une société doit aussi reposer sur un équilibre, à la fois la protection de l'environnement, mais aussi son développement. C'est ce que normalement on appelle le développement durable. Il faut donc condamner très fermement les actes de malveillance dont vos agents, qui sont des représentants de l'ordre régalien, ont été victimes, mais il faut aussi ne pas s'interdire de faire évoluer à la fois certaines normes lorsqu'elles sont trop restrictives et réfléchir aux modalités du contrôle, y compris dans le transfert aux autorités de police municipale ou de gendarmerie de la totalité des missions de contrôle. Voilà, le débat mérite à minima d'être mené et nous souhaiterons vous entendre sur ce sujet, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Je donne la parole à Anne Stenbach-Terrenoir. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Directeur Général. Très heureuse de vous entendre aujourd'hui. Je me réjouis surtout que vous puissiez rappeler ici vos missions et leur importance, puisque clairement, certains collègues de droite ont grand besoin de cours de rattrapage. En effet, depuis les propos irresponsables du Premier ministre à l'égard de vos agents, on a assisté ces derniers jours à une véritable surenchère lexicale réactionnaire. Il faut suspendre l'OFB, il faut supprimer l'OFB, voire carrément dissoudre l'OFB. Et je veux demander ici un peu de sérieux à l'heure de la 6e extinction des espèces. Cette rhétorique qui prétend opposer protection de l'environnement et promotion de l'agriculture est insupportable et délétère. D'abord parce qu'actuellement, selon la présidente du conseil d'administration Sylvie Gustave dit Duflot, 7,5% des contrôles de l'OFB seulement concernent l'agriculture et qu'une exploitation agricole est en moyenne contrôlée une fois tous les 120 ans. On est donc très loin de tout prétendu harcèlement administratif. Mais surtout parce qu'aujourd'hui, si les rendements agricoles baissent, c'est parce que la biodiversité s'effondre. C'est l'INRAE, entre autres, qui le démontre. Faut-il vraiment rappeler que le déclin des pollinisateurs s'accélère ou encore que 60% des oiseaux des champs ont disparu en 40 ans. Tenter dans ce contexte de faire de l'OFB un bouc émissaire de la crise agricole comme on le voit aujourd'hui, c'est au mieux fallacieux, au pire dangereux pour les agents qui font l'objet de menaces et puis dangereux pour notre avenir et au premier chef pour l'avenir de notre agriculture. L'urgence, c'est plutôt de donner des moyens à l'OFB d'exercer ses missions essentielles, comme le contrôle du respect du droit de l'environnement, la préservation des milieux aquatiques, le contrôle de la qualité de l'eau, des pollutions, la gestion et protection d'espaces naturels, la recherche scientifique en matière de biodiversité, etc. Et nous n'oublions pas que l'OFB est le produit de la fusion, en 2020, de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et je voudrais justement savoir quelles ont été les conséquences de cette fusion en termes de charge de travail et de conditions de travail pour les agents, et savoir si aujourd'hui, en pleine urgence écologique et austérité budgétaire inédite, l'OFB a les moyens humains et financiers d'assurer toutes ces missions. Je termine en assurant l'intersyndicale de l'OFB qui, face aux attaques indignes du Premier ministre, a déposé un préavis de grève pour le 31 janvier de notre soutien entier. Je vous remercie.
Merci, je donne la parole à Chantal Jourdan. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, nous en sommes convaincus, l'Office français de la biodiversité est une agence primordiale pour le respect et la préservation du vivant sur l'intégralité du territoire. Entre ses missions de prévention, de protection et ses prérogatives de police de l'environnement, ces agences sont des acteurs de terrain essentiels qui se mobilisent quotidiennement pour la sauvegarde de tous les milieux. Leur expertise est également indispensable pour la compréhension des espaces et les dynamiques écosystémiques. Dernièrement, l'OFB a été la cible de plusieurs menaces. Face à ces attaques, nous, députés socialistes et apparentés, tenons à vous exprimer tout notre soutien en cette période difficile. À l'aube d'un effondrement sans précédent de la biodiversité, notre gouvernement semble s'attaquer aux mauvaises proies. Les propos énoncés à l'occasion du discours de politique générale le 15 janvier dernier sont dangereux, et d'autant plus quand ils sont prononcés par un chef de l'exécutif. Aussi, certains dirigeants politiques proposent de supprimer l'office. C'est une proposition irresponsable et déconnectée des défis agricoles qui sont les nôtres. Les agents de l'OFB sont des fonctionnaires au contact du terrain. C'est une force et pas un danger. Pour rappel, un récent rapport d'inspection interministérielle estime que seuls 10% des exploitations agricoles ont été contrôlées par cette administration au cours de l'année 2023. On est donc face à des fantasmes qui nourrissent une défiance délétère. Enfin, suite à l'adoption lundi soir d'un texte visant à lever les contraintes de l'exercice du métier d'agriculteur, je tiens à exprimer mon désarroi face à ce texte qui limite les pouvoirs de police des agents de l'OFB. Monsieur le Directeur Général, selon vous, que faire pour mobiliser la société civile et réduire les clivages qui persistent aujourd'hui à votre égard? Et de quel appui avez-vous besoin à l'avenir pour continuer de mener à bien vos missions indispensables? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à François-Xavier Tchécoli. Merci Madame la Présidente. Alors tout d'abord un petit mot sur la justification. Vous savez, de manière plus générale, les agences, le budget de la France, aujourd'hui on a mis l'agence en France et opérateur organisme, 80 millions d'euros. 80 milliards de coûts et un coût qui a augmenté de 60% en 10 ans. Donc, vous voyez, l'idée de s'interroger sur toutes les agences, à mon avis, ça relève tout simplement de quelque chose de sérieux et de bon sens. Vous parliez tout à l'heure, monsieur le directeur, des gardes-chasse et des gardes-pêche, et vous aviez raison. Et on voit là toute la différence entre l'image extrêmement positive que ces gens-là dégageaient et malheureusement l'image un peu de ressenti de l'OFB. Je crois qu'il y a de quoi s'interroger justement sur ce sujet. Pourquoi en est-on passé d'une image si forte, si positive, à une image, en tout cas, on pourrait parler de ressenti comme pour le vent, aussi en tout cas clivante, si je puis me permettre. La forme donc, le ressenti, l'émission, et vous voyez bien qu'à aucun moment je ne m'attaque aux agents qui ne font jamais qu'appliquer, en tout cas pour leur immense majorité, la loi, mais on voit bien que le ressenti de la population est tout autre. Avec malheureusement aussi une judiciarisation, je vais y arriver, de notre vie politique. De plus en plus, on est dans la contrainte, dans l'action pénale. Et ça aussi, c'est peut-être une question. Vous avez longuement évoqué le rôle de conseiller et autres, mais n'oublions pas aussi le rôle de relais du procureur et du parquet, et aussi de ces agents armés qui interviennent. Et vous voyez que le ressenti aussi des agriculteurs. Alors ma chère collègue tout à l'heure a bien évidemment dit que la droite était orientée autre, mais je ne vous ai entendu parler qu'une fois d'agriculteurs alors que vous avez prononcé 15 fois le mot environnement. Je pense qu'un peu d'équilibre vous ferait du bien aussi. Non, mais je termine, je vais vous ai laissé finir. Seul monsieur Tchécoli a la parole. Voilà, je voulais juste vous dire que... Non, mais vous avez fait pareil. Voilà, vous avez fait pareil. Je voulais juste vous dire que, donc, vous voyez, je pense que votre rôle est extrêmement important. L'environnement, le contrôle, c'est quelque chose que personne ne remet en cause. Personnellement, en tout cas, moi, je ne suis pas favorable aussi à la disparition. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut sans doute réfléchir, peut-être, à travailler d'une autre manière avec les agriculteurs pour que, encore une fois, sans distribuer les bons points, mais que le ressenti de la profession soit du même niveau que ce qui a pu exister avec les gardes-chasse et les gardes-pêche. Merci. Merci. Je donne la parole à Julie Ozen. Merci Madame la Présidente. En abritant plus de 210 000 espèces fauniques et floristiques, la France détient la responsabilité de taille en matière de préservation de la biodiversité. Parce que cette dernière fait fonctionner notre économie. Les 3/4 des entreprises européennes dépendant des services rendus par la nature. Parce qu'elle nous nourrit, 75% des espèces cultivées sont dépendantes des pollinisateurs. Parce qu'elle nous maintient en bonne santé physique et mentale. Parce qu'elle est un rempart contre les impacts au dérèglement climatique. Et malgré tout cela, nous ne parvenons pas à enrayer son effondrement.
Dans ce contexte, le groupe écologiste et social affirme un soutien sans réserve à l'Office français de la biodiversité ainsi qu'à ses agents victimes d'attaques que nous condamnons fermement. Les missions de l'OFB sont capitales, et notamment celles de la police de l'environnement, nécessaires pour faire respecter la loi. Je m'entends à ce sujet de l'incohérence de certains membres de cette Assemblée et du gouvernement qui sont pour renforcer les contrôles de police dans notre société, mais contre lorsqu'il s'agit de l'environnement. Le Sénat a récemment publié un rapport qui liste plusieurs actions à mettre en place pour améliorer votre légitimité auprès des autres acteurs en vous appelant à jouer plus collectif. Ces personnes ont beau jeu de vous demander toujours plus, alors qu'ils s'attachent dans le même temps à rendre chaque jour plus compliqué votre mission. C'est comme signer des accords de libre-échange avec des pays aux normes moins-disantes et de reprocher ensuite aux petits éleveurs français de ne pas suffisamment être compétitifs. En effet, tant que certains alimenteront le récit nuisible qui oppose agriculture et écologie, tant que le budget destiné à la transition écologique et à la stratégie nationale pour la biodiversité continueront d'être insuffisants, que les décideurs politiques continueront de ployer sous le lobby de l'agrochimie, que l'agriculture bio ne sera pas davantage soutenue, tant que la publicité pour les produits polluants ne sera pas interdite, et tant que les enjeux environnementaux ne seront pas traités dans les médias à la hauteur de leur urgence, les critiques à l'égard de l'acceptabilité des actions de l'OFB seront inopportunes. Aussi, soyez assuré, Monsieur Thibault, que le groupe écologiste et social travaille d'arrache-pied pour que l'OFB puisse continuer à mener le sien. Merci. Merci. Je donne la parole à Hubert Hoth. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, l'Office français de la biodiversité est un établissement public situé sous la tutelle de deux ministères, celui de l'agriculture et celui de la transition écologique. Son rôle et sa mission sont d'intérêt général majeur. L'OFB est chargé de la protection de la biodiversité tant en milieu aquatique qu'en milieu terrestre. Le monde tel qu'il est aujourd'hui est hérité d'un passé de grandes évolutions des activités humaines de toutes sortes. La disparition ou la fragmentation de certains milieux naturels, la surexploitation de certaines ressources, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, les conséquences de diverses pollutions et enfin le dérèglement climatique ont entraîné une grave érosion de la biodiversité et ça, c'est une réalité. Notre société, globalement, n'a pas su évoluer sans causer de dommages graves à la faune et à la flore qui nous entourent. Désormais, il est de notre responsabilité de le constater, de l'admettre et de proposer des remèdes ou des solutions. Nous savons tous que certaines pratiques agricoles récentes ont pu fragiliser la vie sauvage dans nos paysages, mais il est essentiel de rappeler qu'il y a quantité d'autres activités humaines qui posent des problèmes à la biodiversité. En ce qui concerne l'agriculture, il est indispensable de rappeler que durant des siècles, c'est elle qui, en façonnant de multiples paysages, a été un véritable moteur pour la richesse de notre biodiversité. Fondamentalement, l'agriculture a démontré qu'elle est bénéfique aux vivants, moyennant quelques précautions. L'époque regrettable que nous traversons favorise les jugements hâtifs, caricature la réalité et cherche plutôt des coupables que des solutions. La présence des agents de l'OFB sur le terrain doit être comprise comme une bienveillance de l'autorité de l'État pour accompagner les acteurs réels de la préservation de nos richesses naturelles et de notre capacité à concilier nos activités agricoles ou d'autres avec notre impératif de respect du vivant. Pouvez-vous nous citer parmi vos nombreuses missions celles qui illustrent votre rôle pour accompagner les agriculteurs, les citoyens ou les décideurs locaux dans l'exercice de leurs pratiques quotidiennes? Pouvez-vous nous préciser les réussites qui ont été les vôtres, aux côtés notamment de nos agriculteurs, qui sont, j'en suis convaincu, des moteurs essentiels pour la transition écologique? Merci. Je donne la parole à Jean-Michel Brard. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, je vous remercie vivement pour la présentation qui vient d'être faite. L'Office français de la biodiversité est un établissement public qui est, en effet, essentiel à la conduite des politiques de préservation, de surveillance et de gestion de la biodiversité terrestre, aquatique et bien sûr marine. Dans le cadre de sa mission de police de l'environnement et de police sanitaire de la faune sauvage, les agents de l'OFB sont notamment chargés de faire respecter les règles d'usage des pesticides, d'arrachage des haies ou de respect des arrêtés sécheresse. Le groupe Horizon et Indépendance salue le travail quotidien effectué. Il est aussi pleinement conscient des difficultés rencontrées par les agriculteurs. Ils sont exaspérés par l'accumulation des contraintes et par la lourdeur des procédures administratives. Pour échanger régulièrement avec eux, dans ma circonscription du Pays de Retz, je sais combien les agriculteurs sont en première ligne et engagés face au changement climatique en faveur d'une agriculture plus durable et plus respectueuse de l'environnement.
Si nous déplorons toute forme de violence à l'encontre des agents publics, nous sommes aussi vigilants à ce que la police de l'environnement ne se substitue pas aux législateurs sur la réglementation. Le militantisme ne doit pas s'immiscer dans la mission de service public de l'OFB. Aussi, le groupe Horizon est indépendant. Nous appelons donc au dialogue et à l'apaisement des relations entre la profession agricole et les agents de l'OFB dans l'intérêt de la vie de nos territoires et de notre souveraineté alimentaire. Par ailleurs, le ministère de la Transition écologique a annoncé une revue des missions de ses administrations et de ses opérateurs, dont l'OFB. L'enjeu est de gagner en productivité et de proposer des pistes de réforme. Monsieur le directeur général, pensez-vous que des réformes soient nécessaires pour renforcer l'acceptabilité et la cohérence de vos missions, et bien sûr lesquelles? Merci, je donne la parole à Constance de Pellichy. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général. Il y a quelques semaines, à la fin du mois de décembre, le Loiret connaissait sa première attaque de loups. Une dizaine de brebis ont été tuées dans une exploitation de ma circonscription au cours de la même nuit. À ce moment-là, les agents de l'OFB ont répondu présents, avec une réactivité et un accompagnement réel, orientant les agriculteurs victimes vers les bons interlocuteurs et réalisant les expertises nécessaires à l'indemnisation avec rigueur et efficacité. Autre exemple. Il y a 1 an, alors que j'étais maire, je suis convoquée pour un interrogatoire dans le cadre d'une procédure pénale. En effet, un petit barrage sur le Cosson n'a que 2 de ses pelles sur les 3 qui sont baissées, contrairement à l'arrêté préfectoral. Pendant 2 heures, je réponds à l'ensemble des questions qui me sont posées. La procédure a finalement été classée sans suite, mais je dois reconnaître que malgré la courtoisie de mon inspecteur, faire l'objet d'une procédure pénale n'est vraiment pas agréable. Voici 2 facettes de la relation que nous pouvons avoir avec l'OFB. Je suis intimement convaincue que l'OFB a une raison d'être centrale pour la défense de notre environnement. La nature dans laquelle nous évoluons est un bien commun et il est inacceptable que certains y portent durablement atteinte sans être inquiétés. Vous êtes, à mon sens, bien plus qu'une sentinelle. Vous êtes un maillon essentiel de notre capacité à préserver un monde dans lequel nous pouvons vivre. Néanmoins, force est de constater que selon les départements, les relations avec les agents de l'OFB sont variables. Si dans le département du Loiret, les relations avec les agriculteurs sont relativement bonnes, cela n'est pas le cas partout. Quand certains ont à cœur d'être d'abord dans l'échange et la prévention, d'autres vont privilégier la répression, voire l'action parfois musclée, engendrant des relations parfois très tendues, notamment avec les agriculteurs. Je ne pense pas que la question qui nous est posée est pour ou contre l'OFB. Je pense que la question doit être comment peut-on améliorer les relations entre les agriculteurs et l'OFB? Comment assurer que l'OFB sera toujours dans des relations de proximité avec les agriculteurs et dans une démarche de prévention avant de sanctionner? Comment reconstruit-on une relation de confiance mutuelle? Merci. Je donne la parole à Éric Michaud pour finir. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Directeur pour vos propos. Je reviens sur 2 faits qui se sont passés, un dans ma circonscription en Bresse et autre en Saône-et-Loire. Un jeune agriculteur qui remblayait son fossé parce qu'il avait besoin, et sous l'accord d'ailleurs de la municipalité, s'est vu une amende de 3 000 € affectée par l'OFB. L'OFB l'ayant pénalisé, et d'ailleurs il ne peut pas payer ces 3 000 €. Je termine Madame si vous permettez, d'accord? Ok, merci, d'accord. On vous entend toute l'année. Seul Monsieur Michaud a la Oui. parole. Chacun a pu s'exprimer, même si vous n'êtes pas en accord avec lui. Seul lui a la parole. D'accord. Et vous me décompterez ça de mon temps de parole, Madame la Présidente. J'ai été sanctionné. Vous aurez 10 secondes supplémentaires. Oh, je vous en remercie, c'était plus que 10 secondes. Je continue avec sérieux. Un autre agriculteur s'est retrouvé au tribunal correctionnel pour avoir démonté un barrage de castors qui inondait son terrain, son champ, et il a été devant la possibilité d'avoir une amende de 150 000 € et 3 ans d'emprisonnement. 3 ans d'emprisonnement. Les agriculteurs ne sont pas des dealers, ce ne sont pas des délinquants, ils ne sont pas là. Les agriculteurs sont des gens bien. Et quand l'OFB arrive dans nos campagnes ou chez les agriculteurs armés, avec un pistolet quand même à la hanche, ça crée une ambiance un peu bizarre quand même, il faut bien le reconnaître. Et Monsieur le Directeur, ma question est assez simple. Seriez-vous d'accord de désarmer l'OFB, tout au moins face à la relation qu'ils peuvent avoir avec les agriculteurs? Merci pour vos questions. Monsieur le Directeur, je vous laisse répondre si vous pouvez tenir en une vingtaine de minutes pour qu'après on puisse passer aux questions de 1 minute. Merci Madame la Présidente. Merci à tous pour vos questions. Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre le mieux possible, le plus précisément possible.
Alors, Madame Le Chanteux, je tiens tout de suite à dire simplement, et je l'ai dit d'ailleurs en postant sur les réseaux sociaux, que la parole d'un représentant syndical n'est pas la parole de l'Office français de la biodiversité. Je me suis désolidarisé de cette prise de parole qui était malheureuse et je pense que tout le monde le partage. D'ailleurs, cet agent a exprimé ses regrets ensuite. Il a fait un communiqué que vous pourrez trouver. Il a appelé à l'apaisement. Maintenant, je pense qu'il faut trouver des solutions. Donc oui, cette parole était inappropriée. Oui, le malaise est profond. Mais aussi, les agents ont mal vécu la remise en cause de leur travail. Quand vous avez des fonctionnaires qui se retrouvent dans une situation où on dit qu'ils sont humiliés ou qu'ils commettent des fautes juste parce qu'ils exercent leur métier, c'est extrêmement difficile pour ces agents-là. Et je note avec satisfaction d'ailleurs que le Premier ministre a rappelé ensuite le soutien pour les missions, l'importance de ces missions. Et donc il faut aujourd'hui que collectivement nous trouvions des solutions pour apaiser le débat et puis travailler sur les vrais sujets, parce qu'il y a des vrais sujets à traiter. Voilà. Sur la manière d'organiser le travail, de prioriser le travail. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Hein. Quand on regarde l'ensemble des missions que le législateur a attribuées à l'Office français de la biodiversité et les agents que nous avons en présence, nous sommes obligés factuellement de prioriser, d'organiser le travail. Ça ne se fait pas depuis Paris, ça se fait dans chaque territoire, et notamment pour les missions de police. Donc on a un système aujourd'hui qui est construit, qui est toujours perfectible, hein, qui est de dire dans chaque département, le préfet de département, avec sa mission interservice de l'eau et de la nature, doit hiérarchiser les enjeux de son territoire dans le domaine de l'eau et de la nature, organiser les contrôles, et ces contrôles doivent se faire comme ça ensuite. Hein. Et les agents de l'OFB, je rappelle que le préfet est délégué territorial de l'OFB pour la police administrative, doivent ensuite organiser leurs contrôles dans ce cadre-là. Quand tout ça marche bien et qu'on a communiqué sur les contrôles et qu'on est sur les enjeux du territoire, ça se passe en général bien. Je veux dire, quand vous avez un territoire où il n'y a pas assez d'eau, le fait de faire des contrôles sur le partage de l'eau tel qu'on l'a choisi est une mesure d'équité et de justice. Hein. Et donc, après, évidemment, quand vous n'avez pas de problème d'eau, il n'y a pas besoin de faire des contrôles sur l'eau. Enfin, et donc, etc. Il y a des endroits où vous avez des problèmes sanitaires. C'est très important de faire des contrôles sanitaires parce que ça protège les élevages. Vous avez des endroits où vous avez des problèmes très différents sur les destructions de zones humides. C'est là qu'il faut se concentrer, etc. Donc cette organisation au niveau départemental, elle doit être départementale et elle ne peut pas se faire au niveau national, sachant qu'au niveau national, on a des grands objectifs qui sont cadrés par le ministère de l'Environnement avec une stratégie nationale de contrôle. Ça, c'est pour la police. Après, vous avez un certain nombre d'actions spécifiques en fonction des enjeux sur lesquels on va travailler. Vous avez cité les espèces exotiques envahissantes. L'OFB met beaucoup d'énergie sur la gestion des espèces exotiques envahissantes en se concentrant plutôt sur le moment où elles arrivent. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez difficile parce qu'on apporte pas mal d'alertes sur l'arrivée d'un certain nombre d'espèces exotiques envahissantes et on se rend compte que collectivement, nous avons tous tendance à dire tant que le problème n'est pas suffisamment important, c'est pas grave, on verra plus tard, et quand ça devient grave, c'est trop tard. Hein. Et une espèce exotique envahissante, quand elle arrive, on peut gérer ça. Quand elle est vraiment installée, c'est un peu la théorie des Shadocks. C'est-à-dire vous passez votre temps à vous épuiser, à refaire des trucs qui ne régleront pas le problème. Et donc, nous, on met de l'énergie pour éviter qu'elles arrivent au maximum, intervenir le plus vite possible. Nous n'y arrivons pas toujours parce que nous n'avons pas de consensus social, surtout quand c'est des animaux. Hein. Tout le monde est d'accord pour qu'ils n'arrivent pas une fois qu'ils sont là à aller prélever un animal. C'est pas complètement simple. Hein. Quand on prend un écureuil de palace, vous voyez, je veux dire, enlever les écureuils, c'est un sujet difficile. Pourtant, ça impacte l'environnement derrière. Et derrière, pour apprendre à vivre avec. Parce que quand ils sont là, il faut apprendre à vivre avec. Hein. Sur l'équilibre sylvo-cynégétique, nous mettons beaucoup d'énergie et je pense que c'est important pour trouver le bon équilibre. Et là, on est vraiment dans un rôle de conciliation. Hein. Je veux dire, quand vous écoutez les chasseurs qui considèrent qu'il y a pas assez de sangliers ou pas assez de cervidés dans les bois et que vous avez des agriculteurs qui vous disent qu'il y en a beaucoup trop ou des forestiers qui vous disent qu'il y en a beaucoup trop, nous, notre rôle, c'est d'objectiver le débat, d'apporter des indicateurs, de mettre les gens autour de la table. Et quand on arrive à les mettre autour de la table, en général, on arrive à trouver des solutions. Si on s'invective de loin, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Vous avez dit que... vous avez parlé de l'écologie punitive. Très honnêtement, nous ne sommes pas dans cette hypothèse-là.
L'objectif de l'OEB, c'est réapprendre à vivre avec la nature, c'est faire appliquer le droit. Alors c'est sûr que si faire appliquer le droit, c'est considéré comme de l'écologie punitive, c'est un problème. Mais aujourd'hui, nous faisons beaucoup de pédagogie, beaucoup d'accompagnement et beaucoup d'explications. Je vous donne un exemple. On a fait l'année dernière une opération spécifique de police sur la protection dans les espaces protégés. On a fait 14 000 contrôles. On a finalement mis 300 infractions. Je veux dire, on a vu des milliers d'infractions qu'on a corrigées par de l'explication, de la pédagogie, et on a vraiment mis les infractions là où il y en avait. Je reviendrai sur l'histoire du casseur tout à l'heure. Hein. Après, Monsieur Becht, vous avez parlé du sentiment de harcèlement, de surcontrôle, contrôle strict. Voilà. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on entend beaucoup, énormément. Factuellement, c'est faux. Hein, donc, un intervenant l'a dit, hein, aujourd'hui, en temps normal, on faisait 3000 contrôles administratifs ciblés sur les exploitations. L'année dernière, en 2024, avec la crise en début d'année, en fin d'année, on en a fait 1000 hein, sur l'ensemble de l'année. Vous avez 400 000 exploitations. Hein, donc, en régime de croisière, c'était un contrôle tous les 120 ans. L'année dernière, c'est l'équivalent d'un contrôle tous les 380 ans. Donc, on peut dire que c'est du harcèlement. Je veux dire, ça, c'est sur les contrôles administratifs ciblés. Sur les procédures judiciaires, on a fait 5000 enquêtes en tout judiciaires l'année dernière. Bon, il y en a 848 qui concernent des agriculteurs. Ça fait même pas 0,2% des agriculteurs. Donc, on peut dire qu'il y a du harcèlement, on peut dire qu'il y a un sentiment de harcèlement. En vrai, oui, non, mais je ne nie pas le ressenti, mais je dis juste, voilà. Et quand on demande des exemples précis, etc., très souvent, on me ressort des exemples de 2016, 2017, ou des exemples flous, etc. Après, 848 agriculteurs qui ont eu des enquêtes judiciaires, je veux dire, il y en a 848. Hein, donc on peut trouver 848 histoires, et je reviendrai sur le castor là aussi après. Voilà. Donc, quand on a ce genre de questions, et quand vous en avez, vous, dans vos circonscriptions, prenez l'exemple précis, passez-le nous, et puis on répond. Hein. Et je constate aussi souvent que entre ce qu'on raconte et puis quand on a toute l'histoire, je veux dire, il y a souvent un écart parfois important. Et puis quand il y a quelqu'un de chez nous qui n'a pas fait son travail comme il faut, on le corrige, et puis ça peut arriver aussi. Hein. Voilà. Vous avez parlé de la complexité de la règle. Objectivement, nos règles sont hyper compliquées. Je rappelle que l'OFB ne fait pas les règles, ne fait pas les normes, il n'est là que pour les appliquer. Et c'est aussi le travail du législateur de se reposer régulièrement des questions. Voilà. Après, dans notre système administratif français, et puis alors moi qui étais dans l'administration centrale et déconcentrée avant, je vois bien la manière dont on construit ces règles. Chaque fois qu'on essaye de simplifier, on se pose les questions de nouvelles exceptions qu'on pourrait apporter pour traiter des cas particuliers. Madame Sambach, vous avez parlé des conséquences de la fusion. Donc, ça a été un travail énorme pour l'Office français de la biodiversité. Je vous rappelle que la fusion, alors la dernière, entre l'ONCFS et l'AFB, ça s'est décidé fin 2018, c'est rentré en vigueur le 1er janvier 2020, donc 1 an de préfiguration. Bon, 1 an de préfiguration pour organiser un établissement à 3000 personnes, c'est objectivement difficile. Donc on n'a pas pu traiter tous les sujets, on n'a pas pu traiter toutes les implantations, on n'a pas pu... Voilà. Et après, l'établissement se crée, et vous vous rappelez, 3 mois après, boum, le Covid, avec l'impossibilité de mettre les gens ensemble. Donc le démarrage a été difficile, et avec des cultures très très différentes au sein de l'établissement. Et moi, c'est quelque chose qui me fait réagir chaque fois quand on dit les agents de l'OFB sont militants, etc. D'abord, je ne pense vraiment pas qu'ils sont militants. Ils sont très ancrés sur l'état de droit et sur l'application des règles telles qu'elles sont écrites. Alors, ça, c'est un sujet. Et encore une fois, quand on va plus loin que le droit, il faut corriger. Et là, je reviendrai dessus. On a des mécanismes en interne quand on est averti de quelqu'un qui dépasse son rôle pour corriger ça. Mais on a mis énormément de temps. Et c'est vrai qu'on s'est un peu renfermé sur nous-mêmes pendant 1 an, 2 ans, pour créer cette culture commune, travailler sur notre raison d'être, travailler sur nos objectifs, travailler sur notre façon de travailler, rationaliser nos implantations. On a fait moins 25% sur nos implantations en 3 ans. Ça a l'air de rien, c'est quand même énorme. On a encore 225 implantations aujourd'hui, parce que justement, nos agents, ils sont dans les territoires.
dans les territoires ruraux. Ils ne sont pas dans les grandes villes, ils sont dans les territoires ruraux, avec des inspecteurs d'environnement qui sont des gens qui sont ruraux, qui vivent dans ces territoires ruraux. Voilà. Est-ce qu'on a les moyens? On aimerait faire plus d'accompagnement, on aimerait faire plus d'aide, de conseils. Et c'est vrai que on est limité par le nombre d'agents physiquement qu'on a dans les départements. Et donc, on est obligé de prioriser un peu. Voilà. Madame Jourdan, alors, qui nous connaît mieux, parce qu'elle a été administratrice de l'Office français de la biodiversité, posait la question de comment on fait pour mobiliser la société civile. Alors, moi, je suis toujours frappé de voir la façon dont on pose la question oriente quand même beaucoup la réponse. Je peux vous donner des exemples. Est-ce que les Français sont pour le monde agricole? Je pense que tout le monde, ou presque tout le monde, répond oui. On a besoin d'agriculture dans nos territoires, etc. Bon, si on demande est-ce que vous avez envie d'avoir de l'eau potable au robinet, je pense que tout le monde répond oui aussi. Moi, j'ai des exemples où on s'est retrouvé, interrogé par des journalistes, un jour sur vous avez une pression insupportable de contrôle dans le territoire, vous vous cachez derrière les haies pour toper les agriculteurs quand ils sortent de chez eux, etc. Mais comment vous faites pour vivre avec ça? Et le lendemain, comment ça se fait que vous ayez laissé polluer ce captage d'eau potable, qu'on soit obligé de le fermer? C'est quand même un scandale. Qu'est-ce que vous avez fait pour le respect de la loi? Aujourd'hui, ça va coûter extrêmement cher de faire l'interconnexion. Pourquoi vous avez laissé ça? J'ai encore fait une commission d'enquête il y a 15 jours. C'était un peu ça aussi. Pourquoi vous ne contrôlez pas plus quand il y a un problème? Et pourquoi vous contrôlez avant qu'il y ait le problème? Donc, oui, c'est difficile de faire du contrôle. Oui, ça ne fait jamais plaisir de se faire contrôler. Moi, à titre individuel, quand je me fais contrôler sur la route, je ne suis pas forcément content. Mais je veux dire, ça fait partie du système. Et aussi, je pense que c'est intéressant si on veut avoir moins de morts sur les routes. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, il faut des règles. On voit que si on ne met pas en place des règles, nous ne serons pas compatibles avec le maintien d'un environnement de qualité. On voit aujourd'hui que notre environnement, il se dégrade. Et donc, il faut trouver ensemble des moyens d'accompagner les changements nécessaires, d'apporter des réponses. Ça ne fait pas toujours plaisir de changer ses pratiques ou ses habitudes. Mais si on ne le fait pas, retenez, ça sera beaucoup plus douloureux pour demain. L'histoire des inondations dans le Pas-de-Calais. Alors, j'ai travaillé dans le Pas-de-Calais il y a quelques années. Je veux dire, il y a 10 ans, on avait déjà dit qu'allait arriver ce qui est arrivé l'hiver dernier. Je veux dire, quand on laisse l'élevage disparaître, qu'on laisse les haies être coupées, qu'on retourne les prairies, qu'on cultive dans le sens de la pente, chaque fois que vous avez un coup d'eau, au lieu que ce soit stocké dans les prairies, que ça aille doucement et qu'il n'y ait pas de terre, vous avez des tonnes de terre qui se retrouvent dans les cours d'eau, et ça déborde, sachant qu'on a construit nos villes dans les points bas, au niveau de la mer, voire en dessous. Et donc, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire c'est parce qu'on empêche de curer les cours d'eau qu'il y a un problème. C'est pas vrai. Le curage des cours d'eau est un symptôme, et il faut les entretenir, mais c'est un symptôme du fait qu'on n'arrive plus à tenir les terres dans les champs. Et qu'aujourd'hui, c'est ça le principal problème, c'est une accélération des flux. Et vous voyez, et là, je ne suis pas contre l'agriculture, au contraire, je rêverais qu'on ait plus d'élevage et qu'on arrive à maintenir l'élevage extensif dans ces territoires-là. Ça serait bien meilleur pour l'environnement et pour les risques des communes qui sont en dessous. Voilà. Et donc oui, il faut mobiliser la société civile, et puis il faut élargir un peu le débat. Je veux dire, c'est pas juste est-ce que vous êtes pour ou contre le contrôle des agriculteurs, c'est comment on fait pour vivre dans nos territoires ruraux. Et les agriculteurs le vivent mal. Je veux dire, le nombre d'agriculteurs qui se trouvent au tribunal parce que leur coq chante à 4 heures du mat, ou parce que quand ils font un épandage, ça sent mauvais, et donc ils se retrouvent mis en accusation. C'est aussi le vivre ensemble dans un territoire qu'il faut travailler avec des conséquences et des contraintes pour chacun. Monsieur Sécoli, évidemment, il faut s'interroger sur les agences, l'organisation de l'État, l'organisation des collectivités. Enfin, je veux dire, moi, je trouve bien d'évaluer régulièrement et de se poser les questions. Est-ce que notre système il est efficient? Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'on apporte les bonnes réponses, etc. Vous avez posé la question de pourquoi le ressenti a changé. Alors, d'abord, beaucoup des reproches qu'on fait aux agents de l'OFB aujourd'hui correspondent à des tensions qui sont survenues avant que l'OFB n'existe. Enfin, j'ai objectivement beaucoup de reproches sur comment l'ONEMA gérait les cours d'eau dans les années 2015-2016. Enfin, il y avait déjà une période de tension assez forte. Et donc,
on oublie souvent, hein, on a tous une petite nostalgie du passé, c'était mieux avant, ça allait bien, et puis maintenant ça ne va plus. Il y a quand même toujours eu des difficultés. Moi, j'ai été directeur de l'ONCFS il y a quelques années. Pour ceux qui se rappellent, en 2003, la tension des agents de l'ONCFS de l'époque, des gardes-chasse, avec les fédérations de chasse était très très forte. On a eu un contentieux sur 3/4 des départements entre les fédérations de chasseurs et les agents, parce que trop de contrôle, pas comme il faut, etc. Donc, il y a toujours eu déjà des tensions autour du contrôle, tout en ayant une volonté d'avoir plus de contrôle. Après, objectivement, dans les territoires, tout le monde veut plus de contrôle pour les autres et moins pour soi. Enfin, c'est aussi un petit peu humain. Alors, oui, il faut travailler sur la pédagogie. Oui, il faut travailler sur le discernement. Nous faisons beaucoup d'efforts sur le sujet, tout en disant, et moi je le répète sans arrêt à mes agents, les agents de l'OFB sont des policiers de l'environnement, ce ne sont pas des justiciers de l'environnement. Ce n'est pas eux qui doivent décider s'il y a une amende ou il n'y a pas d'amende. Ils sont là pour constater. Ils sont là pour établir le diagnostic, à charge et à décharge. Alors c'est vrai que quand on fait à charge et à décharge, il faut interroger les gens. J'entends bien que c'est pénible d'interroger les gens, parce qu'il faut répondre à des questions, c'est pas agréable. Mais moi-même, je suis traumatisé à l'idée de répondre à toutes vos questions, vous voyez, donc c'est difficile. mais je m'y plie quand même avec plaisir. Hein. Mais du coup... non, mais il faut travailler à la fois sur, on est là pas pour choisir à la place des autres, mais pour établir ce diagnostic. Après, évidemment, entre quelque chose qui est grave et quelque chose qui n'est pas grave, vous ne réagissez pas de la même façon. Et donc nous, ce sur quoi on travaille, c'est d'avoir une réponse proportionnée au problème. Quand il y a un problème grave, bah oui, il faut faire une audition, oui, avec les gendarmes, des fois faire des perquisitions, parce que c'est grave. Quand c'est pas grave, bah, je veux dire, il faut faire un échange, il faut être beaucoup plus simple. Puis quand on a fait une erreur, on a fait une erreur. Je veux dire, c'est pas non plus un drame, on en fait tous. D'accord ? Donc oui, il faut travailler là-dessus, c'est très important. Et il faut l'organiser. Et donc là, il faut de la formation, il faut de retour d'expérience, il faut des échanges. Et nous, on a besoin de travailler dans les territoires avec les gens concernés. On n'arrête pas de dire, notamment avec la profession agricole, nous avons besoin de ces réunions annuelles ou tous les 6 mois avec les représentants de la profession pour faire le tour de tous les problèmes qu'on a eus. Qu'est-ce qui passe pas bien, qu'est-ce qui fait réagir, voilà. Ensuite, Monsieur Hott, évidemment qu'on a... Ah oui, Julie Ozen, mais alors, moi enfin, merci pour votre soutien, merci pour l'ensemble de ces éléments. Vous avez souligné le rapport du sénateur Bassi. Enfin, moi, je trouve qu'il dit des choses qui sont très vraies. Alors, chaque fois, il faut regarder, et puis on n'est pas tout à fait d'accord sur tout non plus, hein. Nous avons aujourd'hui un sujet de légitimité perçu par un certain nombre de gens. Mais ce que dit le sénateur, hein, c'est que ce n'est pas le contrôleur, hein, qui a un problème de légitimité, c'est le droit de l'environnement qui a un sujet de légitimité. Enfin, je veux dire, on est sur un droit d'avant-garde, au sens, il n'est pas complètement entré dans la morale collective. Et moi, j'ai souvent des gens en face de moi qui me disent « Oui, non, mais le droit de l'environnement, ok, mais c'est quand même pas pareil que le vrai droit. » Bon, bah... Je veux dire, vous autres qui êtes législateurs, enfin, moi je trouve ça choquant de dire qu'il y a un vrai droit et un faux droit, un droit important, un droit pas important. Et donc ça doit collectivement nous interroger sur pourquoi collectivement on a l'impression que l'environnement c'est moins important que le reste, alors que la protection de cet environnement, bah, je veux dire, c'est ce qui garantit le cadre de vie pour nos enfants, hein, et puis y compris pour nous. Donc merci pour ce que vous avez dit et merci pour ce soutien, mais on a besoin de s'interroger et de travailler sur la légitimité du droit de l'environnement, la légitimité du contrôle du droit de l'environnement et de pourquoi il faut qu'on le fasse tous ensemble. Donc, Monsieur Hott me demandait comment on fait pour accompagner les agriculteurs. Donc ça, alors pour le coup, on n'a pas attendu la crise de début de l'année dernière pour se poser ce genre de questions. On avait déjà fait l'année d'avant un conseil d'administration spécifique sur l'agriculture avec tous nos administrateurs, justement pour chercher des moyens, encore une fois, de ne pas opposer agriculture et environnement, parce qu'on est tous persuadés que l'agriculture est la première victime de l'érosion de la biodiversité et du changement climatique, que l'agriculture, elle dépend de la ressource en eau. Si on n'a pas de ressource en eau, on ne peut
pas d'agriculture. Si on n'est pas capable de se partager en eau, l'agriculture ne viendra pas. Si on a 4 degrés de plus, vous ne pouvez pas cultiver la même chose que si vous avez 4 degrés de moins. Et donc, tout ça, ça impacte l'agriculture. Donc, il faut travailler ensemble et pas travailler les uns contre les autres. Et donc, on a travaillé sur un dossier de presse qui est en libre accès sur le site internet, qui dit un peu tout ce qu'on fait, qui montre ce qu'on fait avec Ecophyto. Ou avec Ecophyto, on a quand même démontré qu'on pouvait baisser de 25% les phytos sans changer le modèle agricole, juste en l'optimisant. Et qu'après, si on veut vraiment le changer plus, il faut aller plus loin, il faut changer de pratique culturelle, qu'on aille au bio ou pas au bio. On a mis en place des systèmes sur la protection pour les risques sanitaires. L'influenza aviaire, je veux dire, je pense que ça vous parle. Ce qu'on a fait permet de protéger les élevages de canards. Ce qu'on fait sur la peste porcine africaine aux frontières, dans le Haut-Rhin, ce qu'on a fait dans les Ardennes il y a 5-6 ans, ce qu'on fait aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes, parce que la peste porcine africaine, elle est en Italie, elle est en Allemagne, elle n'est aujourd'hui pas en France, c'est pour protéger nos élevages porcins. Je veux dire, quand on travaille sur la brucellose dans les Arabies, en Savoie, Haute-Savoie, aujourd'hui, c'est pour protéger le reblochon. D'ailleurs, c'est des maladies qui, en général, sont venues des élevages agricoles, sont passées dans la faune sauvage, peuvent revenir d'ailleurs dans les élevages agricoles. Toutes ces missions sur le sanitaire permettent aujourd'hui de protéger nos productions agricoles. Quand on travaille sur l'équilibre sylvo-cynégétique, c'est pour permettre la régénération des forêts. Quand on travaille sur les dégâts de gibier, c'est pour trouver un équilibre entre chasseurs et agriculteurs pour que les agriculteurs ne voient pas leur culture mise à mal par trop de dégâts de sanglier. Voilà. On a mis en place des paiements pour services environnementaux. On a tout un tas. Je vais bientôt m'arrêter. Voilà. Je continue quand même, mais voilà. Monsieur Brard. Non, mais il faut que vous puissiez avoir des réponses à vos questions. Alors, je suis capable d'en parler 3 heures, hein, donc il faut faire attention. Hein. Monsieur Brard, oui, je redis encore une fois, hein, l'OFB ne fait pas les normes, vous le savez. L'OFB est là pour appliquer les normes. L'OFB ne doit pas faire de militantisme. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose d'hyper important pour nous. Moi, je considère qu'appliquer le droit, ça n'est pas du militantisme. Hein. Mais si on a un agent qui va plus loin que le droit, c'est un problème. Il n'a pas à aller plus loin que le droit. Il est là pour faire le droit, ni plus ni moins. Et donc, quand on a connaissance d'un cas, on le corrige. Donc, on travaille énormément, et beaucoup plus d'ailleurs depuis 2 ans, sur la formation de nos agents, sur le droit, donc sur les aspects techniques, sur les aspects comportementaux, la façon de parler aux gens, la façon d'aborder les gens, la façon de se tenir, la façon de répondre, etc. C'est hyper important. Donc, il y a des histoires de formation, il y a des histoires de management, il y a des histoires de fond sur le droit. On a mis en place un certain nombre d'outils qui permettent de corriger le besoin. On a des audits internes, on est en train de mettre en place une mission d'inspection générale des services, un peu sur le modèle JPN, pour que quand il y a un problème, on puisse, entre guillemets, faire appel et regarder le problème. Et à la fin, moi je tiens quand même, et je le redis encore une fois, je salue le professionnalisme de mes agents, parce que ça fait quand même 1 an qu'ils en prennent plein la figure, avec plein de manifestations, où on joue objectivement le rôle soit d'écran de fumée, soit de bouc émissaire sur d'autres problèmes qui sont tout aussi importants. Et ils ont globalement tenu sans faire de dérapage. Et je vous assure, il y a plein de gens qui cherchent le moindre dérapage tous les jours pour pouvoir en parler. Et donc, voilà. Et donc, peut y avoir des fautes, je ne le nie pas. Mais quand il y a des fautes, on le corrige. Et ce n'est pas parce qu'un agent fait une faute que tout l'établissement doit être considéré comme cet agent. Madame Pellichy, donc l'attaque de loup, le loup, on peut en parler longtemps aussi, ça impacte profondément les territoires qui sont touchés. Chaque fois que le loup arrive dans un département, on a en général 1 à 2 ans qui sont vraiment difficiles parce qu'il faut adapter les exploitations, mettre en place les comités loups, en parler, comprendre comment ça marche, mettre en place les procédures. Malheureusement, on commence à bien connaître ces moments de tension. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'une fois que tout ça est mis en place, on peut trouver des solutions. Et il faut trouver des solutions parce que le loup est une espèce protégée. Même si le cadre législatif est en train de changer, il restera une espèce protégée. Et donc là aussi, il faut apprendre à vivre avec le loup et trouver les meilleures solutions d'action, de protection, de réaction. Et je rappelle qu'il y a les mesures de protection, il y a les mesures d'action, les tirs de défense simples, renforcés. Et puis, il y a éventuellement les prélèvements, y compris avec la brigade loup. On sait intervenir s'il y a besoin. Voilà.
Comment faire améliorer la relation avec les agriculteurs? Nous, on essaye de bouger. Hein. Je crois, moi, beaucoup aux discussions dans les territoires. Il faut que dans chaque territoire, on accepte de discuter des problèmes. On met en épingle les départements où ça ne se passe pas très bien. Il y a plein de départements où ça se passe pas mal. Et ces départements, c'est en général des endroits où il y a deux choses. D'abord, pour l'aspect contrôle, quand c'est bien organisé par le préfet et qu'on se met d'accord sur ce qui doit être contrôlé, les enjeux du territoire, ça c'est un aspect. Et de l'autre côté, quand avec la profession agricole, on est capable de se voir pour se dire ce qui coince et apporter des réponses ensemble. Et quand on a ces deux trucs-là, en général, on arrive à trouver des solutions, y compris nous en bougeant hein, sur la formation, etc. Après, on est là tout de suite dans un contexte d'élection de chambre qui, évidemment, ne simplifie pas complètement la sérénité des débats. Mais j'espère bien qu'à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir recommencer à faire ces réunions. Voilà. Et juste pour terminer, est-ce que je suis d'accord pour désarmer les agents de l'OFB? Donc la réponse est non, je ne suis pas d'accord pour désarmer l'OFB. Vous m'autorisez à parler du castor ou pas, madame non, mais, alors, je commence par le castor. Vous voyez, ça c'est typiquement, une belle histoire qui permet de taper sur l'OFB. Et ça marche très bien dans les médias. Je vois même qu'on a des grands élus et des grands animateurs là, qui s'opposent par vidéo interposée sur le sujet. Donc, sur cette histoire, le castor est une espèce protégée. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé, hein, c'est une espèce protégée. On savait que le castor revenait dans le territoire en question en Saône-et-Loire. Notre chef du service départemental a été voir en 2023 l'élu représentant agricole en question. Il lui a dit que le castor arrivait, que ça risquait de poser des problèmes, qu'il fallait qu'on s'en parle, qu'on était capable de réagir. 2023, hein. Cet agriculteur a choisi de ne pas en parler, de ne pas mentionner le truc, de régler le problème tout seul, et en disant à tout autour de lui qu'on vienne le chercher si jamais on veut faire quelque chose, qu'il ne faut pas qu'on vienne le chercher. Bon. Il se fait dénoncer par des voisins, on se fait nous saisir sur « Ah ben tiens, il y a un sujet, allez voir, faites le constat », on fait le constat, et donc on voit qu'évidemment, il a détruit les barrages de castor, qu'il n'en a pas parlé, qu'il n'a pas demandé, etc. On fait le constat, hein. On cherche à trouver des solutions. On propose, nous, OFB à l'Adréal, la façon de régler le problème. L'OFB a proposé la destruction de 2 barrages, l'écrêtement qui n'était plus utilisé, l'écrêtement du 3e. C'est l'OFB qui a proposé, ce n'est pas l'agriculteur. On discute avec le procureur et on lui dit, nous, de notre point de vue, nous avons collectivement intérêt à montrer qu'il a fait une faute, et que c'est quand même mieux qu'il soit condamné parce qu'il a fait une faute, mais l'enjeu n'est pas financier, il faut marquer le coup pour que la prochaine fois, les gens ils aient le réflexe d'en parler et de chercher les solutions plutôt que de se retrouver devant les tribunaux. Il a eu un avertissement pénal probatoire. Ça veut dire en français qu'il a été condamné. Il était reconnu coupable d'avoir fait une faute, sans sanction financière. Et là, ce qui pour nous est difficile, au lieu de dire, bon, bah oui, la prochaine fois, je demanderai et on verra comment on trouve la solution, il interpelle les médias en disant, vous avez vu, l'OFB s'est planté, j'ai réussi à gagner, il faut donc faire ce qu'on veut chez soi et venez pas nous embêter avec le castor. Ben, c'est pas comme ça qu'on trouve des solutions ensemble. Hein. Je veux dire, voilà. Et donc, pour nos agents, c'est difficile parce qu'ils ont été en accompagnement, en prévention, ils ont cherché à ce qu'il n'y ait pas de trucs et ils s'en prennent plein la figure derrière par des médias interposés. Bah, moi, je trouve que c'est pas juste, pas honnête de porter ça comme ça. Et encore une fois, c'est pas nous qui avons fait qui avons choisi que le castor soit là. Quand il y a des amendes, hein, le montant des amendes ne vient pas à l'OFB. Hein, je juste le précise. Hein, non, oui. Oui. Ça montre le désintéressement. Voilà. Et donc, pourquoi il ne faut pas désarmer l'OFB? L'OFB, c'est l'établissement aujourd'hui français qui contrôle le plus de gens armés. Hein. L'année dernière, on a contrôlé 45 000 chasseurs, tous armés. On a fait du contrôle anti-braconnage. On a fait des opérations contre les civils, qu'on fait en général avec les gendarmes, parce que là, pour le coup, c'est vraiment dangereux. On est intervenu avec des gens du voyage, où c'est pas complètement simple non plus. Donc, on a un certain nombre de situations où, objectivement, nos agents se retrouvent dans des situations à risque. Moi, ma première mission, c'est d'assurer la sécurité de nos agents. Et quand on fait des missions de contrôle, on a besoin d'assurer la sécurité de nos agents. Voilà.
Après, chacun regarde dans sa ligne de nage en refusant de regarder en horizontal. Donc évidemment que quand on va voir un agriculteur, on pourrait se dire, il n'y a pas besoin d'être armé pour l'agriculteur, on le connaît, on sait qu'on a un contrat administratif. Voilà. Moi, ce que je dis toujours, c'est nos agents, ils sont sur tout un département, c'est beau, grand et pas grand, ils font des tournées de territoire, et ils partent le matin du bureau et ils reviennent le soir, ils ne repassent pas par le bureau entre-temps. Quand vous faites un contrôle chasse le matin et que vous passez à côté de l'agriculteur, que vous en profitez pour faire le contrôle agriculteur, parce que vous ne faites pas à chaque fois bureau, contrôle, etc., vous ne pouvez pas mettre votre arme dans la boîte à gants. Et moi, j'ai été amené très récemment à sanctionner un de mes agents parce que justement, il avait laissé son arme dans la voiture. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Parce que si vous laissez l'arme dans la voiture et que quelqu'un vient piquer l'arme, avoir une arme qui se balade dans la nature comme ça, c'est juste pas possible. Donc, soit vous avez votre arme sur vous, soit elle est au coffre-fort, au bureau, et pas ailleurs. Et ça, c'est simple. Donc, aujourd'hui, quand on fait une tournée de territoire, certes, on voit des agriculteurs où il n'y a pas forcément besoin d'être armé, mais on voit d'autres agents où c'est quand même, pour la sécurité des agents, il vaut mieux être armé. Et je ne veux pas stigmatiser une telle ou telle catégorie. On peut dire la même chose pour les élus, etc. Moi, quand je suis citoyen, je ne m'offusque pas, je ne me sens pas délinquant parce qu'un gendarme vient me contrôler mon permis de conduire armé. Voilà. Donc c'est la même chose. Et puis la deuxième chose, vous voyez tous qu'on a plein de tensions dans les territoires. Plein de tensions dans les territoires. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un signe de responsabilité que de dire on va désarmer une police ? Je veux dire, moi je pense que c'est pas responsable de dire qu'on désarme une police. Donc voilà, pour ces raisons, je pense que ça serait une vraie faute de vouloir désarmer les agents de l'OFB. Et matériellement, voilà. Après, nous, ce qu'on a mis en place, je ne sais pas, vous avez vu, on met en place un système de port d'armes discret quand on a des contrôles programmés, administratifs vers des catégories pour essayer de trouver des solutions qui permettent de concilier les usages. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je pense que vous avez pris du temps pour y répondre, mais les deux exemples que vous avez évoqués à la fin étaient, je pense, essentiels. Et pour un petit témoignage personnel, en tant qu'agricultrice, je n'ai absolument pas peur de me faire contrôler par les agents de l'OFB. Et ils m'ont été bien utiles lorsque j'ai eu une attaque de loup chez moi. Donc, merci à eux. On va passer aux questions de 1 minute et nous démarrons par Pascal Markowski. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, chers collègues, en septembre dernier, le Sénat a souligné les manquements de l'OFB et l'urgence de rétablir sa légitimité en coopérant avec les acteurs de terrain, agriculteurs, pêcheurs ou encore chasseurs. Loin d'être des adversaires, ils sont les premiers à s'impliquer dans la gestion des espèces et la préservation de nos écosystèmes. Pourtant, ils se heurtent à un organisme qui semble davantage axé sur la sanction que sur la coopération. La baisse de 87% des contrôles de police de la chasse entre 2019 et 2022 illustre un désengagement inquiétant de l'OFB, obligeant les fédérations de chasse à compenser avec leurs faibles moyens. Aussi, avec seulement 28 inspecteurs pour 35 000 candidats au permis de chasser, chaque année, les délais atteignent parfois 6 mois, renforçant le sentiment d'abandon. Pourtant, les solutions formulées par le Sénat semblent simples. Jouer collectif, considérer les chasseurs et les agriculteurs non pas comme des adversaires, mais comme des partenaires. Cela exige de sensibiliser plutôt que de sanctionner et d'abandonner toute posture dogmatique qui nuit à la crédibilité des agents sur le terrain. Je pense par exemple à la création d'un droit à l'erreur pour les acteurs de bonne foi. Je donne la parole à Aurélien Dutremble. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur. Député de Saône-et-Loire, département le plus agricole de Bourgogne-Franche-Comté, les agriculteurs connaissent bien vos services, monsieur. Du coup, je ne reviendrai pas sur l'histoire du barrage de Castor, que je voulais vous poser la question dans l'Autunois, puisqu'il s'agit d'une personne que je connais personnellement, mais je reviendrai sur un autre sujet, encore le Castor, et encore dans la circonscription. Ce sujet, c'est l'histoire d'un pont fragilisé, où la commune, la collectivité devrait le réparer. Malheureusement, chose impossible, puisque le Castor y est présent, et donc possibilité maintenant que le pont s'écroule, ce qui coûterait plus cher à la collectivité. J'ai donc plusieurs questions. Pouvez-vous comprendre l'exaspération, pour ne pas dire le ras-le-bol, des agriculteurs, des collectivités, quand ils vivent ce type de situation? Comprenez-vous, monsieur, que dans un département comme la Saône-et-Loire, comme le nôtre, on en a ras-le-bol que l'OFB se préoccupe davantage des castors plutôt que des éleveurs de moutons qui crèvent de voir leur cheptel massacré par un loup, voire 24 attaques consécutives. Vous l'avez compris, nous sommes ici un certain nombre de parlementaires convaincus qu'il est temps d'avoir une grande transformation.
Je donne la parole à Freddy Certain. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, chers collègues. Je souhaite ici porter le témoignage de Guillaume, jeune agriculteur de 30 ans, installé comme salarié sur l'exploitation familiale de ma circonscription. En mars 2020, Guillaume a traité accidentellement une bande de 30 cm de large sur 30 mètres, le long d'une bande enherbée de 3 mètres préservant un ruisseau. Après constat de l'OFB sur demande de l'exploitant, Guillaume et son père sont convoqués à la brigade de gendarmerie locale pour être entendus. Plus d'une demi-journée chacun, celui-ci s'attendait à une sanction financière qu'il aurait acceptée, mais plus rien. En 2023, soit 3 ans plus tard, celui-ci est convoqué par le tribunal sans autre explication ni accompagnement juridique. Convoqué à la barre lors de l'audience, celui-ci se retrouve à être entendu au milieu de délinquants avérés. Et tout cela pour écoper d'une amende de 1 000 € avec sursis, tenant compte du caractère accidentel du fait. Monsieur le directeur, je pourrais vous présenter des dizaines de retours équivalents émanant d'agriculteurs de mon territoire. Quant aux chambres d'agriculture, celles-ci sont toutes unanimes sur le besoin d'une structure publique qui les accompagnerait, qui les conseillerait, et non une structure que tout un secteur perçoit essentiellement comme coercitive et punitive à leur encontre, les présumant constamment coupables de pollution et de dégradation volontaire de la nature. Agriculteurs, éleveurs, chambres d'agriculture, tous sans exception reconnaissent l'importance et l'utilité de vos missions et saluent l'engagement de vos agents, mais ceux-ci souhaitent retrouver de l'apaisement au travers de l'amélioration du dialogue, la révision des sanctions, la clarification de vos missions et surtout l'harmonisation des pratiques de contrôle. Monsieur le Président, quelles mesures envisagez-vous pour renforcer la concertation avec les agriculteurs et favoriser une approche Panonacle. Merci Madame la Présidente. Je veux tout d'abord, Monsieur le Directeur Général, dire mon total soutien aux agents de l'OFB. Un mauvais procès a été maladroitement mis sur la place publique. C'est regrettable et préjudiciable pour la crédibilité de vos missions. Je souhaite appeler votre attention, comme je l'ai fait auprès de la ministre Agnès Pannier-Runacher, sur la pollution du bassin d'Arcachon provoquée par le rejet des eaux usées. Ces rejets, lors de l'hiver 2023, ont provoqué une crise sanitaire grave, mettant en péril les activités ostréicoles et provoquant l'inquiétude de la population. Aujourd'hui, le préfet de la Gironde demande au Conseil de gestion du parc naturel marin de donner un avis simple sur 2 arrêtés autorisant le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon à verser des eaux usées dans le milieu naturel. Je pense qu'au regard de la gravité de la situation, il est nécessaire que l'avis du PNM soit conforme et prescriptif. Il s'agit d'affirmer sans ambiguïté la doctrine zéro rejet polluant dans le bassin d'Arcachon. Doctrine qui devrait s'appliquer bien évidemment en tout lieu de notre territoire. Aussi, Monsieur le Directeur Général, pouvez-vous intervenir pour satisfaire cette demande? Je vous remercie. Merci, je donne la parole à Béranger Cernon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général. Changement climatique, extinction des espèces, pollution des écosystèmes, la biosphère est en détresse écologique. Mais alerter ne suffit plus, il faut comprendre et lutter pour contrer ce qui cause ce drame. L'explosion des inégalités en est la clé. La rivalité ostentatoire, mécanisme invisible mais puissant, transforme cette injustice en catastrophe écologique. Aujourd'hui, l'UFB a un rôle déterminant pour la protection de notre environnement en garantissant le respect des règles et de la loi tout simplement. Cependant, l'image renvoyée de cette agence est une image de répression plutôt que de prévention, d'amélioration et de préservation. Quelles compétences supplémentaires et quels moyens financiers faudrait-il allouer à votre agence pour qu'elle puisse pleinement exercer ses fonctions et en garantir l'efficacité? Par ailleurs, une circulaire publiée début décembre 2024 prévoit le port d'armes discret, mais aussi le déploiement de caméras piétons pour les agents. Qu'en est-il et quel est votre avis sur cette question? Je vous remercie. Merci, je donne la parole à Fabrice Barousseau. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, opposer agriculture et l'environnement est et sera toujours une erreur. Les agriculteurs sont les premiers acteurs de l'environnement. Ils doivent certainement devenir les premiers partenaires de l'OFB. Les missions de l'OFB devraient plutôt être renforcées, à mon sens. Les élus locaux sollicitent souvent les services de l'OFB pour de nombreuses atteintes à l'environnement. Le manque d'effectifs empêche bien souvent une réactivité nécessaire dans ce domaine. La confiance existe entre élus locaux et l'OFB. Je peux en témoigner. Je préfère exposer la vérité. Dans la majorité des cas, cela se passe très bien. Pardon, excusez-moi. Comment justifier, ça c'est une question pour vous, Monsieur le Directeur, que les préfets puissent devenir l'autorité de tutelle de l'OFB? Cela interroge sur la séparation des pouvoirs. Et puis, comment justifier, pour terminer, que certaines missions de police pourraient être, voire être privées d'armes, alors que, évidemment, le contrôle Merci. En général le permet. Je donne la parole à Mélanie Thomas. Merci Madame la Présidente. Je voulais réagir dans une petite intervention au fait, effectivement, comme mon collègue l'a déjà dit, qu'il ne faut pas opposer monde agricole et défense de l'environnement. Rappeler aussi que lors du débat sur la loi d'orientation agricole, nous avions eu au sein du groupe socialiste l'occasion de déposer des amendements
pour rappeler le lien indispensable entre formation des agriculteurs et puis nécessité de rappeler le rôle d'intérêt général des agents de l'OFB. Je pense que c'est important qu'il y ait une dimension de formation du monde agricole sur ces questions et qu'il faut ressouder les liens entre ces agents sentinelles et le monde agricole. Et puis, je voudrais aussi préciser à certains collègues, par le biais d'une anecdote, que les agents de l'OFB risquent bien leur vie, notamment quand ils luttent contre le braconnage, et que parfois risquer sa vie, ça veut dire aussi risquer de prendre des balles. C'est le cas de certains agents de l'OFB qui parfois ont risqué leur vie sur ce plan-là, et donc qu'ils soient armés est tout à fait légitime, parce que dans certaines situations, eh bien, ils ont affaire à des gens armés en face d'eux, donc c'est tout à fait légitime. Je donne la parole à Vincent Descoeur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, je souhaite profiter de votre présence pour vous interroger sur une de vos missions qui est la police de la chasse. Une question qui est tout sauf hors sujet, puisque je vais relayer ici une préoccupation de la Fédération de chasse du Cantal qui pose la question des moyens que vous pouvez déployer pour exercer cette mission qui vous a été confiée par le législateur. Cette fédération, comme beaucoup d'autres, a engagé de nombreuses actions pour garantir la sécurité de tous, chasseurs et non-chasseurs. Et l'efficience et la réussite de ces actions dépendent de la capacité à faire respecter la réglementation, d'où ma question sur le regard que vous portez sur votre capacité à déployer les moyens humains suffisants pour remplir pleinement cette fonction. Puis je voudrais faire enfin une remarque en réponse à celles ou ceux qui seraient tentés de caricaturer la position d'un certain nombre de leurs collègues, pour indiquer qu'à titre personnel, appartenant au groupe de la droite républicaine, à l'occasion des missions que nous avons pu conduire sur les questions de qualité de l'eau ou encore d'adaptation au changement climatique, l'OFB a toujours trouvé la place que nous jugions être la sienne dans nos propositions. Dont acte. Merci. Je donne la parole à François-Xavier Tchécoli. Merci. Oui. Conformément à ce que vient de dire mon collègue, vous redire aussi que notre groupe ne demande pas donc la dissolution de votre organisme, que les choses soient claires. Par contre, un petit point aussi, vous voyez, on parle beaucoup des agriculteurs. Aujourd'hui, les tensions, la difficulté à vivre de son métier, et tout ça, ça amène bien évidemment une situation anxiogène. Cette situation anxiogène, elle peut aussi provoquer effectivement des tensions. Vous savez, à la fin, c'est l'histoire de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc il faut aussi avoir en tête que dans le contexte agricole français qui est extrêmement difficile, des choses qui pourraient paraître anecdotiques ne le sont pas toujours. Je prends un exemple, ce sont le nombre d'intervenants qui peuvent apparaître sur un sujet. Vous pouvez avoir affaire bien sûr à l'OFB, vous pouvez avoir affaire à la police de l'eau, vous pouvez avoir affaire à l'Adréal, et tous nos agriculteurs ne sont pas docteurs en droit. Donc on voit bien qu'il est parfois difficile sur ce sujet-là aussi de trouver une solution cohérente pour tout le monde. Merci, je donne la parole à Jean-Claude Roux. Merci Madame la Présidente. Je suis sidéré en tant qu'ancien maire d'entendre celles et ceux qui appellent à un retour à l'ordre du matin au soir s'opposer au besoin de faire appliquer le droit. Je voudrais revenir sur les propos du collègue qui justifiait des actes illégaux par le fait qu'un agriculteur en avait besoin. Ma commune est inondée en ce moment. Lorsqu'on est soumis au risque inondation, on est très sensible au fait de protéger les cours d'eau, de nous protéger. Quand un agriculteur était intervenu sans autorisation pour rehausser les berges d'un ruisseau, nous avions sollicité l'OFB. Quand des haies, dont une des fonctions est de retenir l'expansion des crues, est arrachée, nous appelons l'OFB. Par ailleurs, Monsieur le Directeur insistait sur la fondamentale protection de l'eau potable. Puisque j'ai entendu l'argument financier, les recherches d'économie, le coût faramineux de la dépollution pourrait être largement réduit si l'on préservait mieux nos captages de l'usage des pesticides. Donc je m'adresse à mes collègues. Serez-vous prêts demain à assumer que nous soyons submergés par l'eau et de l'autre privés d'une ressource vitale en l'absence de règles et de police pour les faire respecter? Merci. Je donne la parole à Hubert Hoth. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, j'aimerais simplement mettre le focus un petit peu sur un autre aspect d'une mission qui peut être fondamentale de part de l'OFB. Étant impliqué moi-même avec des bergers, des viticulteurs et bien sûr des élus locaux dans la gestion conservatoire d'un espace Natura 2000, là nous avons un écosystème dans lequel interagissent des agriculteurs et d'autres acteurs du territoire et qui doivent se protéger d'un certain nombre de comportements et de problématiques qui sont celles des autres usagers.
Et là, il nous faut des agents qui interviennent clairement sur le terrain. Ça peut être l'OFB. Un autre élément qui est très important, c'est que nous avons des espèces protégées pour lesquelles on travaille justement. On adapte le travail des agriculteurs. Et je parle du trafic des espèces protégées. Les prélèvements qui sont faits sur le terrain et le trafic en général des espèces qui doit Merci. Qui doit Je donne faire... la parole à Julien Guibert. Oui, merci Madame la Présidente. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je ne serai pas redondant sur les propos de mes collègues, mais vous le savez, Monsieur le Directeur, la discorde profonde qu'il peut y avoir entre le monde agricole et l'institution AFB, notamment depuis sa fusion AFB et ONC, celle-ci doit faire preuve beaucoup de pragmatisme et trouver des chemins de conciliation et voir la méthodologie de travail pour qu'une relation de confiance soit rétablie et apaisée. Les sujets sont multiples pour être abordés en 1 minute de questions, mais comment ne pas être en discorde sur le terrain quand, après dans mon département de la Nièvre, il y a eu plus de 400 bêtes prédatées depuis cet été, et j'ai pu assister au travail de l'OFB sur les constatations, et notamment une constatation des agents de l'OFB qui ne mettaient aucun doute sur l'attaque d'un loup, et dans le rapport, il y avait marqué la responsabilité du loup non écarté, et vous voyez, les mots ont un sens, et effectivement, ça veut dire qu'on ne prend pas tout le sens pour les attaques de loups sur le terrain, et surtout l'impact psychologique sur nos éleveurs, et surtout je vous fais la demande que des tests ADN soient systématiquement apposés et faits lors des contrôles d'attaque. Ça leverait tout soupçon sur la responsabilité du loup ou pas. Merci. Merci. Je donne la parole à Daniel Brulbois et je ne doute pas, Monsieur le Directeur, que vous répondrez. Je ne vais pas répondre à Monsieur Guibert, mais on a des éléments de réponse à lui donner. Madame Brulbois, je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, dans le Jura comme dans le Calvados, comme l'a dit mon collègue, les agriculteurs vivent très mal le fait de se retrouver au tribunal assimilés à des délinquants, alors que parfois il y aurait pu avoir une médiation en amont. Et à ce sujet, quelle est la part des contrôles pédagogiques et de conseils sans sanction avec le droit à l'erreur qui sont pratiqués? Le partenariat avec la Chambre d'agriculture, avec les chambres d'agriculture qui ont un rôle à jouer, me semble aussi important. Envisagez-vous de développer avec elles ce rôle de conseil, de formation et de meilleure information? Enfin, actuellement, la police de l'environnement est séparée en deux parties. La police judiciaire qui dépend du parquet et la police administrative qui dépend du préfet. Ne croyez-vous pas qu'un peu de souplesse pourrait arranger les choses? Merci. Je donne la parole à Jean-Yves Bonny. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Comme l'ont dit beaucoup de mes collègues, depuis quelque temps, les attaques, les critiques se sont accentuées envers l'OFB. Même si on peut comprendre les difficultés de structuration inhérentes à sa création récente, pour les agriculteurs, l'OFB reste perçu comme un organisme intrusif et parfois hostile. Ces inspections sont souvent considérées comme excessives et punitives. Le rôle des agents est mal perçu. Je prends pour exemple un agriculteur qui est conduit devant la justice pour avoir entretenu un fossé qui est millénaire et qui passe dans ses champs. Il les avait entretenus mécaniquement. Ne pensez-vous pas que le rôle des agents devrait se concentrer sur le conseil et redevienne des techniciens de l'environnement, au lieu de se focaliser sur les détails administratifs au détriment de la préservation concrète de l'environnement? Merci. Merci. Je donne la parole pour finir à Nicolas Bonnet. Merci. L'aménagement de la nature, c'est quelque chose qui nous concerne toutes et tous parce que ça a un impact sur la régulation de la biodiversité et de la ressource en eau. Donc si on a fait des lois en fait, pour dire comment est-ce qu'ensemble on se met d'accord pour quelle est la bonne façon d'utiliser au mieux la nature pour des productions alimentaires ou de bois, etc., c'est bien parce qu'on a besoin de toutes et tous les respecter pour que ça fonctionne. Donc c'est pour ça qu'il y a ces lois. Elles sont peut-être imparfaites, mais en tout cas, j'ai entendu personne ici critiquer une loi en particulier ou proposer d'autres choses. Par contre, aujourd'hui, elles sont en place, c'est qu'elles ont été jugées pertinentes, et le rôle de l'OFB, c'est de les faire appliquer. Donc c'est un rôle d'intérêt général. Donc évidemment, plein et entier soutien à votre organisme. Après, vous avez dit, il me semble que ce n'était pas évident parce que tout le monde ne connaissait pas forcément la complexité. Et d'ailleurs, vous avez expliqué dans l'exemple du cas du castor que vous aviez une démarche très constructive, une approche explicative, etc. Et qu'au final, ce n'était pas forcément de votre côté que situait le manque de constructivité pour essayer d'avancer, de trouver des solutions. Néanmoins, est-ce que vous avez des propositions à nous faire sur comment est-ce qu'on pourrait appliquer mieux, en tout cas, le principe que personne n'est censé ignorer la loi
y compris sur celles que vous êtes censé faire appliquer. Merci. Je donne la parole à Monsieur le Directeur pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci Madame la Présidente. Alors, j'essaie de reprendre dans l'ordre, même si tous les députés ne sont plus là. Monsieur Markowski a parlé de la baisse des contrôles. Vous êtes plusieurs à avoir parlé de police de la chasse et de baisse des contrôles chasse. C'est effectivement un sujet, puisque on a très largement augmenté les missions aux agents de l'OFB avec les fusions successives, sans augmenter les moyens, même en les cumulant. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous devons, dans chaque département, hiérarchiser nos actions en fonction des enjeux. Je tiens à redire de manière claire devant tout le monde, nous n'avons absolument pas arrêté la police de la chasse, et nous n'arrêterons pas, et nous passons beaucoup de temps sur la police de la chasse. La police, dans l'activité de nos SD, c'est 50% à peu près du temps de nos agents. Par contre, c'est vrai qu'on a élargi le champ. Et donc, sur la police de la chasse, je peux vous donner un certain nombre d'exemples. Au début décembre, on a fait 15 jours une mission spécifique police de la chasse qui nous a permis de contrôler 12 000 chasseurs en 8 jours, qui a permis de faire pas mal de pédagogie et un certain nombre de PV. Et par contre, par rapport à ce qu'on faisait avant, et ce qui a évolué, c'est qu'on s'oriente beaucoup sur la sécurité à la chasse, sur la façon de chasser pour ne pas mettre en danger les chasseurs entre eux et les gens autour. Et donc, beaucoup d'actions sur la sécurité à la chasse. Et on fait moins de police du bracelet. C'est-à-dire que pour les chasseurs, les agents de l'ONCFS dans le temps vérifiaient que chaque association de chasse prélevait le nombre d'animaux qui relèvent de son plan de chasse et n'en faisait ni plus, enfin pas plus. Aujourd'hui, quand vous avez trop de cervidés, trop de sangliers dans l'environnement, nous ne mettons pas d'efforts pour aller vérifier qu'une association de chasse n'en a pas prélevé un peu plus que ce qu'elle faisait. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème, mais ça relève de l'association de chasse et de la fédération de chasse de vérifier que ses adhérents respectent ça. Et nous ne mettons pas d'énergie là-dessus aujourd'hui, sauf quand il y a des cas très particuliers, et nous nous concentrons sur ce qui a de l'impact, et donc pour que les chasseurs ne tirent pas en direction des maisons. Voilà. Monsieur Dutremble, vous avez reparlé du castor, du pont fragilisé qu'il faut réparer. Alors évidemment, je ne connais pas le sujet en question, je ne les connais pas tous par cœur. Par contre, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que la réparation du pont ou la reconstruction d'un pont, etc., ce n'est pas l'OFB qui vous dit oui ou non. C'est une instruction à avoir avec les services de l'État. Donc en l'occurrence, c'est plutôt la DDT qui va vous dire les conditions dans lesquelles il faut une autorisation, une déclaration, etc. Ce que vont faire les agents de l'OFB, c'est juste dire que sans autorisation, sans précaution, vous risquez d'avoir un impact sur une espèce protégée, donc ça peut poser des problèmes. Vaut mieux prévenir et dire ça plutôt que de laisser faire et après se retrouver avec une sanction. Donc, encore une fois, sur un cas comme ça, on doit pouvoir trouver des solutions. Ça commence avec le service instructeur. Il ne faut pas cacher le fait qu'il y ait une espèce protégée à côté. Et quand on veut, on trouve des solutions. Et j'ai plein d'endroits où on a trouvé plein de solutions. Mais je ne connais pas votre cas, je suis sûr que mes services le connaissent. Et en Saône-et-Loire, sur le loup, nous avons fait beaucoup d'efforts et nous continuons pour faire en sorte de régler les problèmes. On a envoyé plusieurs fois la brigade loup pour intervenir là où les louvetiers n'arrivaient pas forcément à prélever. Il se trouve qu'il y a de plus en plus d'attaques sur les bovins, qui est quelque chose de plutôt nouveau par rapport à ce qu'on avait ailleurs, que ça pose des vraies questions et qu'il faut donc s'adapter, parce que le loup est aussi opportuniste et s'adapte. Et donc, là aussi, il ne faut pas être dogmatique, il faut trouver des solutions, en parler, et on trouve des solutions. Monsieur Certain, alors, l'exemple est bon des difficultés dans lesquelles on est. Je veux dire, vous avez un agriculteur qui commet une faute, qui s'en rend compte, qui le dit, vous faites l'audition, puis à la fin, si je me rappelle, il a eu 1 000 € d'amende avec sursis, c'est-à-dire qu'il n'a pas payé d'argent. Mais je veux dire, il n'a quand même pas payé. Bon, donc la sanction est quand même pas insupportable. Enfin, je veux dire, à la fin, vous voyez, le truc a marché. Je veux dire, le fait qu'il est prévenu a été reconnu. Etc. Donc, après, là, on peut se poser la question, c'est faut-il 3 ans? Faut-il aller au tribunal pour des trucs comme ça? Pour moi, la réponse à ce genre de choses, il faut que les Colden fonctionnent. Les Colden, alors vous savez, il y a la MISEN, Mission Interservice de la Nature, pilotée par le préfet,
dans chaque département qui organise les contrôles et la hiérarchisation des enjeux. Puis après, à l'aval, vous avez un truc qui s'appelle le COLDEN, ça s'appelle Comité opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale, piloté par les procureurs, et qui doit regarder comment on réagit quand il y a un constat d'infraction. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se met en place, les textes datent de septembre 2023, et on doit organiser la façon dont on doit réagir en fonction des infractions. Et là, pour le coup, très honnêtement, quand on a, et ça renvoie aussi à une autre personne qui a parlé du droit à l'erreur, ça renvoie vers ce genre de choses. Il faut se mettre d'accord avec le procureur, dans quel cas on considère que c'est grave et il faut poursuivre, aller au tribunal, dans quel cas, la première fois, c'est pas grave, vous faites tel type de sanction, ça peut être des sanctions ou des sanctions alternatives d'ailleurs, on se met d'accord, on les met en œuvre et on fait un rapportage après pour voir est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, est-ce que ça augmente ou pas. Et je pense que c'est ça la bonne réponse à apporter. Et ce n'est pas aux agents de l'OFB tout seuls dans leur coin de dire je vais faire ou je ne vais pas faire. C'est bien de rapporter ce genre de cas. Votre cas est un bon cas exemple, retour d'expérience. La prochaine fois, peut-être qu'il suffit de faire un avertissement une fois, noter quelque part pour que si ça recommence, pour le coup, il ira au tribunal. Vous voyez Ensuite, c'était M. Barusso. Madame Padonacle. Attends, oui, j'en ai sauté. Pardon. Madame Padonacle, excusez-moi. Alors, en plus, vous avez posé une question difficile. Mais ce n'était pas fait exprès d'avoir sauté. Et je comprends qu'il y a un sujet d'actualité. Alors, ce n'est pas l'OFB qui va choisir s'il faut un avis conforme ou pas. C'est bien le préfet qui est responsable, qui doit choisir s'il faut un avis conforme ou pas. La vraie question qui est posée derrière, c'est est-ce que ce qui est proposé, la possibilité exceptionnelle de faire des rejets dans le bassin d'Arcachon, est susceptible ou non d'avoir un impact notable sur l'environnement. Si on considère que c'est susceptible d'avoir un impact notable sur l'environnement, la question d'un avis conforme se pose explicitement. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est pas ma compétence, etc. J'ai bien entendu votre question. Je ne sais pas s'il y a effet notable ou pas. Là, je peux m'engager à poser la question au préfet et puis voir comment c'est. Mais j'ai compris que c'était un sujet sensible du moment. Mais donc ça, je le fais. D'accord. Monsieur Cernon, alors l'image de répression. Vous savez, une de nos difficultés, c'est extrêmement difficile de parler des choses qui marchent bien et qui sont positives. Et difficile d'ailleurs d'avoir des articles sur les choses qui marchent bien. On a des milliards d'exemples d'accompagnement, de réussite, de conciliation des usages. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Par contre, le moindre problème ou moins le sujet de répression, alors là, tout de suite, tout le monde en parle. Donc, c'est vrai que dans le ressenti, on parle toujours beaucoup plus des problèmes de ce qui marche. Moi, je reste persuadé que, à partir du moment où des policiers de l'environnement qui font des contrôles, ils auront forcément une image de répression. C'est la moitié de l'action des agents en question. On a énormément de connaissances, d'expertise par ailleurs. Si vous avez envie, je l'ai dit en introduction, mais je vous le redis, si vous avez envie de voir le panel d'action des services, proposez de faire une sortie de terrain avec eux. Vous verrez ce panel et vous verrez que c'est super intéressant. Monsieur Brard, vous l'avez fait il n'y a pas longtemps, je crois. Ça vaut le coup et ça permet aussi d'avoir une vision un peu différente. Et puis vous nous direz aussi ce qu'on dit, ce qu'on fait de mal ou la façon dont on communique. Moi, je suis preneur de façon d'améliorer le système. La caméra piéton, l'OFB est pour le développement de la caméra piéton. Pour la simple et bonne raison que c'est le juge de paix. C'est-à-dire que là, on se retrouve souvent dans des situations où on nous dit « Ah, mais... la posture des agents de l'OFB, des cow-boys, insupportable, etc. » Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas. Je pense que c'est pas vrai. Mais si vous avez la caméra, s'il y a un problème, on le verra. Et si c'est l'agent qui n'a pas la bonne posture, on le verra et ça permettra de corriger. Si c'est l'agriculteur, parce que moi j'ai des signalements pas mal d'agriculteurs, nos agents ne sont pas encore sortis de la voiture, qui se font déjà invectiver sur leur posture, avant même d'être sortis de la voiture. Donc je pense que la caméra permettra de faire baisser la tension. Je vois que sur la RATP, la SNCF, ça a permis de faire beaucoup baisser la tension. Je pense qu'il faut tester ça. Il y a besoin d'une loi pour ça. Ça a été intégré par voie d'amendement dans la PPL Duplon. La question se pose pour le projet de loi d'orientation agricole. Mais moi, je pense que c'est quelque chose dont on aura besoin un jour. Voilà. Monsieur Barusso, alors, la question du préfet autorité de tutelle de l'OFB,
Alors, je tiens à répéter un truc alors, qui est ultra évident pour nous, mais je pense que ça fait bien un peu de marteau-thérapie de le redire. En France, nous avons séparation des pouvoirs entre l'administratif et judiciaire. Donc, toute notre action administrative se fait sous l'autorité du préfet de département. Tout ce qui est judiciaire se fait sous l'autorité du procureur, des substituts. Et on n'a pas le droit de séparer. C'est la même chose pour la gendarmerie. Hein. Donc, je crois qu'il ne faut pas surinstrumenter le sujet. Moi, je pense que dans chaque département, on a parlé de priorisation, on a parlé de proportionnalité, on a parlé d'organisation. C'est légitime que le préfet, premier représentant de l'État dans le département, organise, assume, communique. Et quand on est dans le domaine judiciaire, ben, c'est le procureur. En tout cas, je ne pense pas que tout ça soit des problèmes. C'est au contraire un gage de système. Madame Tonin, oui. Alors, on met énormément d'efforts sur la formation. C'est un sujet très important. Hein. L'année dernière, 27 000 hommes-jours de formation dans l'établissement. Hein. Pour nos inspecteurs d'environnement, c'est plus de 8 jours par an, par agent. C'est un effort très important pour ceux qui ont les ordres de grandeur dans les services de l'État ou même dans les entreprises. Hein. C'est vraiment très important. C'est quelque chose de fondamental. Et on voit que dans ces moments où il faut mettre en place des systèmes, ajuster, c'est hyper important. Après, les agents, oui, ils risquent leur vie. Hein. Moi, tous les ans, et ça, et on ne le cache pas, hein, on fait une cérémonie d'hommage à nos agents. Il se trouve que c'est au centre du Boucher, centre de formation. On a une stèle où il y a 83 noms d'agents morts en service depuis la création du Conseil supérieur de la pêche, du Conseil supérieur de la chasse. 83. Donc, ceux qui disent que c'est une vue de l'esprit, non, ça n'est pas une vue de l'esprit. Oui, il y a eu des événements malheureux. Et donc, il faut l'avoir en tête. Et quand vous faites de la police, du contre-braconnage, etc., bah, vous vous retrouvez. J'ai des agents qui sont retrouvés avec des gens avec des armes dans leur direction. On a des gens qui se sont fait tirer dessus. Voilà. Donc, non, c'est pas juste pour se faire plaisir. Quelque chose de fondamental. Monsieur Decker, bon, enfin, c'était sur la police de la chasse. Alors, j'ai un peu répondu tout à l'heure, hein, mais encore une fois, nous n'abandonnons pas la police de la chasse, hein, et avec un angle plus sécurité et moins plan de chasse. Hein, et on fait des opérations nationales. Monsieur Secoli, merci de dire que votre groupe ne demande pas la dissolution de l'OFB, ça me rassure. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas bouger, d'ailleurs. Hein, je veux dire, je l'ai dit plein de fois. Hein, moi, j'entends bien le syndrome de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et vous voyez, dans nos relations avec la profession agricole, enfin, je trouve que c'est quelque chose qui est très vrai. Et on voit bien, et dans les discussions que j'ai avec un certain nombre de représentants, on nous dit bien hein, qu'il y a plein de réglementations fiscales, sanitaires, PAC, enfin, environnementales. C'est objectivement plus dur de s'attaquer au contrôleur PAC parce que vous avez vos primes PAC en jeu à la fin, alors que quand vous attaquez au contrôleur environnement, bon, vous n'avez pas d'enjeu. Donc on voit bien qu'on choisit quelle goutte d'eau fait déborder le vase. Hein. Et pour nous, c'est un peu difficile aussi. Ça n'empêche pas que nous, on partage, et je le redis encore une fois, la profession agricole vit de graves crises. On a plein d'interlocuteurs qui sont dans des situations de détresse, qui n'y arrivent pas. Mais je redis aussi, ce n'est pas la suppression des contrôles environnement ou de la police de l'environnement qui va leur faire avoir plus d'argent à la fin du mois, qui va leur permettre de régler leurs problèmes de retraite, qui va leur permettre de régler les problèmes de marché aux frontières, etc. Donc oui, l'ensemble est difficile, mais n'instrumentons pas la goutte d'eau qu'on choisit pour faire déborder le vase. Voilà. Ensuite, Monsieur Euro. C'est une interpellation plus pour les collègues et pas tellement pour l'OFB, hein, mais donc je laisserai les collègues répondre. Voilà. Monsieur Hoth, oui, on a la question du trafic des espèces protégées, on y passe du temps, hein, et on voit aujourd'hui, dans le domaine de la nature, hein, on a des réseaux mafieux hein, qui ont choisi d'utiliser l'exploitation de la nature parce que c'est perçu comme étant moins dangereux que d'autres trafics. Et on fait un certain nombre d'affaires chaque année hein, sur les trafics de chardonnerets. Hein, c'est des petits oiseaux que vous pouvez vendre entre 120 et 200 euros sur le marché. On a même eu des go-fast de boîtes de chardonneret dans des voitures qui partent en Belgique ou sur des marchés
à l'étranger et finalement qui impactent durablement nos territoires aussi. Voilà. Donc l'exploitation de la nature peut être aussi utilisée pour des trafics, et donc là aussi le besoin de travailler en lien étroit avec la gendarmerie, avec le Cézanne, enfin sur l'ensemble de ces trafics, qui aussi peuvent avoir des impacts sanitaires assez forts d'ailleurs. Voilà. Et après, non, Madame Brulebois, oui, j'ai aussi répondu sur la médiation et le tribunal. Je crois vraiment le sujet, il faut qu'on fasse fonctionner ces Colden. Je pense que c'est ça le bon outil qui va permettre de répondre sur la réponse adaptée. Et moi je rêve qu'on ait beaucoup plus d'actions simples où on constate une erreur, volontaire ou involontaire, on la constate, on se met d'accord et puis on passe à autre chose. Et puis après, s'il y a récidive, là par contre, il y a un système plus lourd, mais qu'on puisse avoir quelque chose qui permet de relayer et qui nous permettra aussi de passer moins de temps sur ces sujets-là et donc de faire plus d'accompagnement ou d'explication. J'en ai encore oublié deux. Après, Monsieur Bonny, c'est... aussi sur le loup. Ah, le loup. Alors, les tests ADN, c'est le dernier. Oui. Ah non, mais... Oui, non, mais... Alors, d'abord, on fait énormément de tests ADN. Et on a changé notre système... Alors, attendez, laissez-moi juste... Je voudrais juste répéter. Il y a deux choses. Nous avons une mission de cartographie et d'estimation des populations de loups. Pour ça, on a une méthode qui s'appelle la méthode de capture-marquage-recapture, où on cherche des traces génétiques qui vont nous permettre de voir combien de loups on arrive à voir, collecter. Et derrière, on a des modèles qui permettent d'estimer tous ceux qu'on a vus et tous ceux qu'on n'a pas vus pour faire un modèle de population. Très bien. On avait un système qui était opportuniste jusqu'à il y a 2 ans. Ce système opportuniste, c'est-à-dire on prenait tout ce qui arrivait sans forcément regarder. Nous avons changé et on a fait un système de carroyage de la France avec des parcelles de 10 km sur 10 km. Et on va volontairement chercher des indices génétiques dans ces parcelles, ce qui permet d'avoir quelque chose de représentatif. Et donc quand on a une parcelle qui est vide, parce qu'on n'en a pas eu, on va aller chercher du matériel et qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'individus différents. Parce que sinon, vous pouvez avoir 50 fois une analyse génétique du même loup que vous trouvez sur le chemin qui est pratique pas loin d'où vous êtes passé, et jamais du loup d'à côté qui passe 500 mètres plus loin. Donc ça, c'est notre méthode. Vous aurez remarqué, pour ceux qui s'intéressent au loup, que sur le site Loup France, nous mettons à disposition, grand public, tout le monde, tous les indices génétiques que nous avons récupérés et tout ce que nous en avons fait. Est-ce que c'est du loup ou pas du loup? Est-ce que ça a été reconnu, pas reconnu? Est-ce que c'est rentré dans le modèle ou pas? Donc là, vous pouvez aller voir Loup France. Vous trouverez, si vous avez apporté un indice, est-ce que c'est du loup ou pas? Ce système permet de modéliser les loups en cherchant du matériel génétique du loup. Donc des crottes, des poils, du sang, des choses comme ça. D'accord? Et ça marche globalement pas mal. Après, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait quand on a un animal prédaté par un animal. Et là, vous avez des gens qui vous disent, c'est quand même hyper simple, il suffit de faire une analyse génétique dans la plaie et on saura si c'est du loup ou pas. Ah ben, moi, c'est ça que j'entends souvent. Et donc, il y a eu des essais de fait et on a démontré que ça ne marchait pas. 80% des cas, vous allez montrer que vous avez une pie qui est passée, que vous avez un renard qui est passé, que vous avez un rongeur qui est passé, etc. Donc, ça pourrait marcher si vous faites le prélèvement juste après l'attaque du loup, mais dans la vraie vie, en général, vous attendez le lendemain matin pour voir et à apprécier la pluie. Et donc, en vrai, ça coûte très cher et ça ne sert à rien. Voilà. Donc, je vous assure. Et ce n'est pas dogmatique, parce qu'il y a des fois, nous, on se dit « Ah, ce serait quand même plus simple de faire ça, parce qu'au moins, juge de paix. » Voilà. Ensuite, dans les zones comment ça s'appelle, de front de colonisation, c'est objectivement difficile, parce que vous savez tous que tous les éleveurs subissent de la prédation par des chiens, par d'autres animaux. Ah ben si, enfin, je veux dire... Voilà. Pour attester, moi, en 10 ans d'élevage, j'ai eu 6 attaques de chiens et 1 attaque de loup. Ça n'a pas été sûr, mais loup non exclu. Donc si, j'ai plus d'attaques de chiens errants en Bretagne, hein, en Bretagne que de loups. Mais clairement, c'est une réalité. En fait,
on a plein de chiens errants en France et ils font des attaques et voilà. Et ça, c'est pas indemnisé. Enfin, bon. Et donc, c'est vrai qu'il y a des tensions très fortes quand le loup arrive dans un territoire, parce qu'il y a un moment où il faut se poser la question, est-ce que c'est encore un chien ou est-ce que c'est un loup? Et ce basculement, enfin, ce passage est objectivement difficile. Évidemment, vous avez les services instructeurs, là en l'occurrence des DDT, qui disent, est-ce que vraiment vous êtes sûr que c'est le loup? Est-ce que l'OFB nous dit que c'est du loup? Et puis, la profession agricole dit, évidemment que c'est du loup, tout le monde sait que c'est du loup. Et donc, vous avez ce moment de tension qui n'est pas simple, où nous, on rêve d'avoir un système. Mais encore une fois, l'analyse génétique dans les plaies, si vous ne le faites pas tout de suite, ça ne marche pas. Voilà. Après, vous êtes plusieurs à nous avoir parlé de l'efficience de l'utilisation de l'argent public. Donc, nous, on a deux systèmes. On a un marché qui permet de faire des analyses à grande échelle, analyse génétique à grande échelle. Ça, pour ça, vous faites des paquets d'échantillons que vous envoyez tout ensemble et vous avez des prix qui sont très compétitifs. Et vous pouvez faire des analyses au cas par cas exceptionnelles. Je ne sais plus, c'est 6 ou 7 fois plus cher. Donc, évidemment, pour la bonne utilisation de l'argent public, on fait des paquets et on répond comme ça derrière. Et ça permet de savoir les vraies questions qu'on se pose, c'est est-ce que d'abord c'est du loup ou pas du loup, et est-ce que la population augmente. Voilà. Je pense que là, je suis à peu près à tout le monde. Hein. Okay. J'espère que j'ai frustré personne. Ah, Monsieur Bonny. Monsieur Bonny. Ah oui. Ouais, alors j'ai quand même un peu répondu à. Est-ce qu'on est un organisme intrusif et hostile? Le rôle de l'argent est mal perçu. Je pense que j'ai répondu. Sur l'entretien des cours d'eau, alors je ne connais pas votre cas particulier. Par contre, on commence à avoir une collection d'exemples. On dit, c'est quand même un scandale. J'ai juste entretenu mon cours d'eau millénaire comme d'habitude et je me prends une amende. L'entretien du cours d'eau, on ne doit pas changer la ligne d'eau du cours d'eau. Je veux dire, et quand on fait avec un moyen mécanique qui est bien plus puissant que ce que faisaient nos anciens avec leur pelle, on a quand même une certaine tendance à creuser 70 cm plus profond et de faire 1 mètre plus large. Et en général, quand on intervient, c'est quand même souvent parce que, je veux dire, d'un cours d'eau qui méandre, vous en faites un truc rectiligne, horizontal, droit. Et ça, c'est peut-être plus simple. Et avec une pelle, c'est beaucoup plus facile. Mais en vrai, ça accélère beaucoup l'eau et ça crée des vrais problèmes à l'aval. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours difficile. L'agriculteur regarde son champ qu'il a envie de vider le plus vite possible, et c'est légitime. Mais si on laisse faire ça sans précaution, vous créez l'inondation à l'aval, et en général à l'aval, c'est là que vous avez vos zones d'activité, que vous avez vos villes, etc. Et donc, j'ai pas dit qu'il fallait faire à la main, monsieur le député. Hein, non. Oui, mais enfin. Alors, attendez, j'ai pas opposé alors, je me suis peut-être mal fait comprendre. J'ai pas opposé les moyens modernes avec les moyens anciens. Ce que je dis juste, c'est que il faut faire attention aux conséquences d'une rectification des cours d'eau. Et ça, je vous assure, vous avez l'impression de résoudre un problème, vous créez un problème bien plus grave à l'aval. Moi, j'ai un certain nombre d'endroits, là, y compris cette année, on est intervenu à la demande d'élus, parce que ces rectifications de cours d'eau, vous créez des problèmes dans les lotissements qui sont en dessous. Et ça, c'est de la mécanique des fluides. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas entretenir. Il faut entretenir. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de terre possible qui arrive dans les cours d'eau, d'où les bandes enherbées, les haies à l'amont. Et quand il faut intervenir, il faut intervenir. Vous avez quand même un certain nombre de syndicats de rivières qui sont censés faire l'aménagement des cours d'eau, qui peuvent faire ce système-là. Et après, c'est une histoire aussi d'argent, parce qu'il faut que quelqu'un paye. Est-ce que c'est l'agriculteur? Est-ce que c'est la collectivité? Je crois avoir dit que c'était pas simple, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas une solution miracle. Il suffit de dire on laisse faire l'entretien cours d'eau, c'est pas vrai. Ne pas intervenir, c'est mauvais. De toute façon, les gens, ils ont une obligation d'entretenir leur cours d'eau. Je veux dire, il faut enlever les embâcles, il ne faut pas que la végétation prenne. Mais oui, c'est la solution de simplicité pose plein de problèmes, je pense. Excusez-moi, Madame la Présidente. Non, pas de problème. Et puis, je crois que le bon sens paysan doit l'emporter. Si nos aïeux faisaient de cette manière, c'est peut-être qu'il y avait aussi une raison et qu'il faut utiliser les technologies modernes pour préserver la manière dont c'était fait. En tout cas, monsieur le directeur général, un grand merci pour vous être rendu disponible. Alors, il manque une question. Monsieur Bonnet, ici, vous avez a priori pas répondu à cette question.
Oui, alors en une minute, moi je suis convaincu que collectivement nous devons parler des enjeux environnementaux. Je veux dire, des enjeux du changement climatique, des enjeux environnementaux, des conséquences du changement climatique, des conséquences de l'érosion de la biodiversité. À l'OFB, on a, pour la première fois l'année dernière, fait une campagne d'information qui est passée à la télé. Et moi, je pense qu'il faut en parler, pas pour opposer les gens les uns aux autres, mais pour prendre conscience que si on n'est pas capable de protéger notre environnement, nous allons avoir des problèmes qui seront encore plus graves. Ça, je pense qu'il faut le marteler et le partager, parce qu'aujourd'hui, vous avez plein de gens qui, de bonne foi, pensent qu'il n'y a aucun lien entre la vie de l'homme et son environnement. Et ça, je trouve que c'est un problème. On peut parler de déconnexion des agents de l'OFB, mais je vous assure, dans nos concitoyens, il y en a plein qui ne se rendent pas compte que pour manger, il faut des animaux, il faut des cultures, que pour boire, il faut de la ressource en eau potable, etc. Et donc, il faut parler de ces enjeux transversaux. Et après, il faut apporter des propositions et des solutions pour y répondre, d'où les mesures d'accompagnement. Et c'est aussi une des forces de l'OFB, je pense, c'est d'avoir la connaissance, la sensibilisation et le contrôle dans le sein du même établissement. Ça doit nous permettre d'évoluer pour faire ce continuum et pas faire du contrôle pour le contrôle, mais du contrôle pour un enjeu. Quand vous contrôlez, voilà, quand vous contrôlez dans les permis d'éclairage, c'est pour l'eau potable. Et que quand on comprend les conséquences de ce qu'on contrôle, c'est quand même beaucoup mieux acceptable, donc mieux compris, et derrière on cherche des solutions. Et donc vraiment, ce continuum, une connaissance solide, la sensibilisation des moyens d'accompagnement pour les changements, et puis derrière des contrôles choisis, et là ça relève du législateur, de ce qu'on a envie de contrôler derrière. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes rendu disponible très rapidement pour notre commission. Je vous en remercie et je suis convaincue que cet échange aura permis de clarifier et de répondre aux questions, à toutes les questions que les députés se posent. Merci beaucoup.